Bonjour à tous et bienvenue à cet événement co-organisé par Espul et Leclerc. Ça n'est pas un colloque photovoltaïque, je le précise tout de suite, tel que ceux que Jean-Louis Ball peut organiser au syndicat des énergies renouvelables. Ça n'est pas un séminaire technique, ça n'est pas une convention, ça n'est pas un congrès, c'est un anniversaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose de décontracté. Voilà. Marc. Ah, ça, j'avais pas prévu. Bravo. Ah, j'ai l'impression que ça démarre très très bien. Alors, c'est parfait. C'est exactement l'état d'esprit qu'on imaginait quand on en a discuté la première fois. 30 ans d'histoire mouvementée. 30 ans d'histoire mouvementée avec des pots de bananes dans tous les sens, dans un pays qui n'en voulait pas forcément. Ah, là, déjà, on est en train de se dire, c'est pas trop l'anniversaire. Là, il est en train de parler d'un peu de contenu. Oui, vous êtes tous déplacés aujourd'hui. Certes, 1, 2. Ça va pas? Voilà. C'est mieux comme ça? Je vais prendre un des micros, moi. Il faut parler entre les deux. 1, 2, 1, 2, 3. Je disais juste 30 ans d'histoire mouvementée dans un pays qui n'en voulait pas forcément du photovoltaïque. Dans un pays qui considérait qu'il avait déjà fait des efforts sur plein d'autres filières et qu'il n'était pas forcément nécessaire de partir sur les énergies renouvelables en général et sur le photovoltaïque en particulier. Donc aujourd'hui, un anniversaire avec 2 tables rondes préparées par les organisateurs. Une première qui va être l'occasion de questionner les vieux de la vieille du photovoltaïque, ceux qui affichent entre 6 et 8 lustres au compteur. Vous ferez le calcul, ils n'ont pas démarré hier. Une première table ronde donc pour leur demander de raconter cette histoire, les faits marquants, les joies, les peines de cette histoire du photovoltaïque en France. Tout ça pour illustrer et préparer, faire un peu de prospective, voir un peu quelles sont les perspectives de la filière pour les 30 ans à venir. Donc vous êtes nombreux ici, il fait chaud, c'est un vieux bâtiment, l'acoustique a été particulièrement travaillée, la thermique du bâtiment, enfin de la salle en tout cas, un petit peu moins, elle est ventilée, voilà, ventilée non climatisée, c'est logique, hein, on est bien d'accord que l'esprit négawatt va planer sur cette... Ah bah si quand même, puisqu'il est là, hein, on a un des piliers là, donc sobriété, efficacité, et ça n'est qu'après qu'on va parler renouvelable, bien sûr. Hein. Donc bâtiment seulement ventilé. Deuxième table ronde, 2 heures, où cette fois-ci on va questionner un petit peu tout le monde sur comment ils voient les choses pour les 30 ans à venir, quelles sont les barrières qui restent à lever. Et il y a quelques leveurs de barrières bien connus dans la salle, on va leur demander comment ils voient les choses. Alors, ça ne vous a pas échappé, on a changé de lieu. On devait être dans l'arène de la région. Et au dernier moment, le pouvoir en place a envoyé un signal, un pouce à l'envers, mais il va revenir dessus. Hein. Voilà, dans l'arène de l'hémicycle du Conseil régional, un pouce à l'envers en direction du photovoltaïque. Ça aurait pu mettre l'événement par terre. Ça rappelle le bon vieux temps, dit Daniel. Oui, effectivement. À quelques jours, quelques heures presque du début du lever de rideau, ça aurait pu mettre l'événement par terre, mais c'était sans compter sur la résilience, mot très à la mode en ce moment, résilience des acteurs du photovoltaïque, d'Espul, qui a activé son réseau immédiatement. Donc, je pense que tu remercieras comme il faut l'IEP, enfin Sciences Po Lyon dit IEP, de nous accueillir. Il y a 3 jours, le gestionnaire de la salle nous disait, il y a 3 jours, on ne savait pas que vous alliez venir. Voilà, donc merci beaucoup à eux d'être ici. Tu diras un mot. Et donc, avec Mélodie, je me permets de la prendre comme ça par l'épaule. On se connaît depuis quelques lustres aussi. Hein, oui. On en a fait des sessions de formation sur le photovoltaïque avec Bruno, qui est là-bas aussi discrètement. Et donc, on va co-animer. Voilà, on va avoir un micro chacun, mais je crois qu'il faut se mettre au milieu des deux. Ah, oui. Tu as quelques trucs à dire. Alors, on est nombreux aujourd'hui. Vous étiez 180 inscrits pour venir ce matin, qui est assez impressionnant pour moi, puisqu'on n'est pas là pour apprendre des choses techniques, on est là pour apprendre des anecdotes, pour vous regarder, pour se faire plaisir sur ce qu'on a fait. On a 160 inscrits à distance. Il y a toujours un petit peu de chute, mais on verra combien suit. Et vous êtes 150 qui restent pour les ateliers cet après-midi avec nous. Donc, merci d'avoir été aussi nombreux, d'être fidèles avec Espul.
quelques infos logistiques. Comme Philippe dit, c'est bien ventilé ici. N'hésitez pas à sortir vos programmes pour rajouter un petit peu de ventilation mécanique. Les seules toilettes qui fonctionnent sont juste derrière nous ici. Donc, surtout pour les distanciels. Pour les personnes à distance, je ne sais pas où sont vos toilettes. Je vous laisse gérer. Il y a des fontaines à eau derrière. N'hésitez pas à aller vous resservir. Il fait chaud. Ne pas s'évanouir, ne pas perdre votre rendement optimal, comme le photovoltaïque. Et dernier petit élément logistique, de temps à autre, on a prévu des petites questions quiz pour vous faire bouger un petit peu. Est-ce qu'on fait un test là ou on attend Marc? On peut faire un test là, oui. Allez, on fait un petit test. Un test pas sérieux. Un test pas sérieux? Alors, c'est une question qui vient... Voir si la machine fonctionne. Voilà, c'est une question qui vient de notre équipe. Alors, je vous donne la question, puis je vous indiquerai comment répondre. Donc, le photovoltaïque est-il une technologie d'avenir? Alors, si vous pensez que la réponse est oui, je vous invite à lever le bras gauche, pas trop haut, il fait chaud. Si vous pensez que la réponse est certainement, vous levez le bras droite. Et si vous pensez que la réponse est pas autant que le photovoltaïque, vous levez les deux bras. Allez. Tout le monde lève les deux bras. Ça va, il bouge. Oui. Très bien. Merci. Bon, vous avez repéré une petite pointe d'accent, n'est-ce pas? Un point d'accent australien. Voilà, point d'accent australien qui va nous permettre de mettre encore plus de soleil sur l'animation. Alors, puisqu'on parle de soleil, le dieu soleil d'Espule, non, c'est quand même... Non, il y a Laurent Verdon qui est là, le président. Il est où? Il est là-bas. C'est lui le pharaon. Allez, Marc, au pupitre. Bon, il ne met pas la pression, lui. Hein. Ah, ça commence. Alors, d'abord, je vais vous remercier d'être là. Enfin, je ne vais pas recommencer ce qu'a dit Philippe, mais je vais remercier beaucoup de gens. Mais surtout, je vais commencer par remercier Lolo, ou W, comme on l'appelle chez les Lyonnais, donc notre président de région. Parce que ce qu'il a fait, c'était vraiment fantastique. D'abord, en management des équipes, il nous a mis en mode projet sur une semaine avec un challenge d'enfer. Réponse 100%, bravo l'équipe et merci. Et ça, et je peux vous dire que c'est un expert en la matière. Allez vous renseigner comment il gère son management des ressources humaines à la région, comment ça se passe. Vous verrez que je ne connaissais pas cet aspect des choses, mais franchement, il est balèze. Et puis, je voudrais le remercier aussi pour nous avoir envoyé dans ce lieu quand même très symbolique de la région lyonnaise, le musée de la déportation. Bah ouais, on s'est fait déporter. Et de la résistance. Eh ouais. Il nous a repérés. Merci Lolo. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors 30 ans, ce qu'il y a bien quand on fait un anniversaire, on a bien ça, hein, les anniversaires à chiffres ronds, tout ça, on a fait les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans. L'avantage, c'est que ça se prévoit à l'avance. On sait la date. Donc là, on est le 17 juin de 2022. Alors, le vrai raccordement, c'était le 14 juin, mais ça tombait en semaine, etc. Donc, un petit décalage, mais 30 ans, ça se prévoit à l'avance. Mais quand on a commencé à réfléchir, c'est-à-dire aux 20 ans, on a commencé à réfléchir aux 30 ans. Hein, c'est normal. Il y a 2-3 petits trucs qu'on n'avait pas vu venir et qui donnent un petit peu de piment. Alors, parce que j'ai la mémoire qui flanche des fois. J'ai une petite liste là pour ne pas en oublier. Alors, il y a la déportation. Ça, on ne l'avait pas anticipé, mais merci. Il y a la canicule qu'on n'avait pas anticipée. La canicule qui nous rappelle que le changement climatique, c'est pas une vue de l'esprit. Hein, c'est pas, voilà, on commence à rentrer dans le dur. Ça fait malheureusement quelques décennies aussi qu'on essaye d'alerter avec quelques copains. On arrive un petit peu mieux à se faire entendre sur ces sujets-là, mais on est encore loin du compte en termes d'action, vous le savez. Mais voilà, la canicule, on ne l'avait pas prévue. Un peu plus tôt que d'habitude. Je ne vous fais pas de dessin, vous voyez ce que je veux dire. On n'avait pas prévu non plus qu'on tombait la veille du deuxième tour des élections législatives, d'une élection présidentielle, machin. Je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez aussi. On n'avait pas prévu. Donc on a plein de messages à dire aux nouveaux élus qu'on saura demain qui c'est. Alors élus à l'Assemblée, les ministères on verra, on en a quelques-uns en CDD, d'autres en CDI, on saura qui. Mais en tout cas, on a plein de choses à leur dire. On les attend de pied ferme. Merci les élections. On n'avait pas prévu des choses un peu moins rigolotes quand même. C'est la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, etc. Là aussi, je ne vais pas vous faire les détails. Mais il y a quand même, et c'est vraiment, moi j'en veux beaucoup à pas mal de gens, parce que ce qui s'est passé en quelques mois, moi j'aurais préféré que ça se passe bien avant
et par la conscience et pas par la guerre. C'est les deux réponses à la guerre en Ukraine et au prix de l'énergie à la crise actuelle. Les deux principales réponses immédiates en situation d'urgence, c'est la sobriété, mégawatts, je l'avais dit, hein. La sobriété, ça marche tout de suite. Il y a 6 mois, on se faisait traiter d'Amish. Bienvenue les Amish à la sobriété, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est les renouvelables, notamment électriques, mais pas que, qui peuvent s'installer très vite. Des panneaux solaires, on peut les installer en quelques semaines si on veut. Une éolienne, c'est en quelques années, quelques mois. Il y a des projets dans les tuyaux qui sont toujours bloqués pour des raisons administratives et qui ont permis de construire, etc. On peut débloquer ça. Donc là, voilà, on a en temps réel ce que nous on dit depuis pas mal d'années, c'est que les solutions à la crise climatique, à la crise écologique, à la crise sociétale, c'est dans ces deux termes-là. La sobriété, évidemment, l'efficacité entre les deux, je ne vous fais pas toute la messe, et puis les renouvelables. Donc ça aussi, on n'avait pas prévu que ça se passerait dans ces conditions-là. On n'avait pas prévu non plus que, de l'autre côté, le nucléaire, il marcherait à la moitié de sa puissance depuis des mois. Et pour des raisons, c'est pas à cause des écolos, hein. Alors là, il ne faut pas me la faire. Ça fait 70 ans qu'ils ont tous les leviers, tout l'argent, c'est l'argent magique pour faire tout ce qu'ils veulent. Le CEA, c'est 14 000 chercheurs, et ils arrivent maintenant avec un parc qui fonctionne à moitié, parce qu'il y a des soudures qui n'ont pas été bien faites sur une pièce que les Français ont adaptée de la licence Westinghouse pour faire les malins, parce qu'on est meilleur que les autres, et on se retrouve... Voilà. Donc on a un problème qui montre aussi... Alors, moi, je pense qu'on est pas mal dans la salle, tous les jours sur le site de RTE, Eco2Mix, où on regarde la proportion de solaire et d'éolien dans le mix électrique à midi, vous allez regarder, c'est vraiment étonnant. Le nucléaire est à 50%, le solaire, il monte jusqu'à 20%. Alors que, voilà, 16 gigawatts contre 56 gigawatts installés. Donc, et ça efface du gaz. Hein, monsieur Jancovici, prouvez-moi aujourd'hui que le renouvelable n'évite pas d'acheter du gaz à l'étranger parce que le nucléaire ne fonctionne pas. Donc, on est vraiment dans la lutte contre le changement climatique, il n'y a plus de doute là-dessus. Donc ça, on ne l'avait pas prévu non plus. On n'avait pas prévu non plus que les renouvelables allaient financer le budget de l'État. À cause du prix de l'énergie sur les marchés, avec le système français du complément de rémunération qui est un peu compliqué à vous expliquer, mais en tout cas, c'était un coût. On nous a, alors, il y a quelqu'un anciennement de la Creux qui pourra vous en parler en détail dans la salle, mais on nous a accusé que les renouvelables, ça coûtait à tout le monde. Enfin voilà, Jean-Louis aussi pour en parler, voilà. Et bien d'un coup, cette année, parce qu'il y a un renversement sur le prix de l'énergie sur le marché, les renouvelables vont financer l'État à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Les renouvelables vont commencer à rembourser leur dette historique qui a commencé il y a 20 ans quand on se battait pour les tarifs d'achat. Et d'ailleurs, ça me fait penser, le tarif d'achat, c'est que les gens, la personne qui a eu cette idée-là, qui a inventé ce concept-là, est décédée l'année dernière. J'avais envie de vous emmener le voir pour l'équipe. Ce ne sera pas possible, c'est Preben Megart, un Danois, qui a eu cette idée dans les années 70, avec son ami Hermann Scher, qui était député allemand au Bundestag, de ce mécanisme magique, vraiment très efficace des tarifs d'achat. On vous donne des débouchés à vos installations, vous nous développez l'industrie, vous nous faites baisser les coûts. Quand vous êtes compétitif, vous nous remboursez, on se dit bons amis, tout va bien, dans une société enfin 100% renouvelable. Voilà, donc ça, on ne l'avait pas du tout prévu, et aujourd'hui, c'est les renouvelables qui financent l'État. D'ailleurs, Bercy a compris le coup. La bagarre qu'il va y avoir, c'est où va aller cet argent, hein, le budget de l'État, etc. C'est un vrai sujet bien politique qui, pour l'instant, est en dessous des radars. J'espère qu'il va venir un peu au-dessus, parce qu'il y a vraiment un enjeu de vision de la société, de à quoi ça sert tout ça. Et puis, j'avais pas prévu non plus que la veille d'aujourd'hui, la DGEC allait nous organiser la réunion de clôture d'un GT raccordement des systèmes photovoltaïques et éoliens sur le réseau. Donc je suis allé à Paris hier, j'ai dû m'absenter d'une réunion qui me tenait beaucoup à cœur aussi avec Négawatt. Je suis allé donc dans une tour de la Défense pour assister à cette clôture. Et là, j'avoue que ça a été un grand moment. Alors, je vais te donner un tout petit peu de détails. Ce groupe de travail, il a commencé en début 2021. Alors, le raccordement au réseau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un clou que SPU il a dégoté. On tape dessus. Ça fait 20 ans qu'on tape sur le clou du raccordement, la facilitation, changement des procédures, etc. Donc, on avait un peu de mal à avancer, on va dire. Et bien là, je reviens avec des nouvelles qui sont quand même qui dépotent, on va dire. En tout cas, un vrai beau cadeau d'anniversaire qu'ils nous ont fait. On a notamment gagné sur un sujet qui est tout bête, c'est la forfaitisation des coûts de raccordement. Donc ça veut dire que plutôt que quand on fait un petit toit solaire de 3 kW ou 50 kW ou 100 kW, on demande à Enedis qui met des mois à le faire, un devis qui s'appelle une PTF qui est trop cher, donc on ne l'accepte pas, et après il faut en refaire un, il faut repayer, enfin les connaisseurs pourront détailler.
Eh bien, alors ça ne va pas être tout de suite, il ne faut quand même pas exagérer, mais en tout cas, le principe est décidé, la DGEC a accepté, Enedis, d'ailleurs, Hervé L'extrait qui est dans la salle pourra en témoigner, on était à la même réunion hier, a accepté ça. Quand ça a démarré, le groupe de travail démarrait, c'était au printemps 2021, j'avais dit à Sophie Mourlon, la directrice de l'énergie, qu'elle avait mal lu le rapport de RTE, Futur énergétique, parce qu'elle disait que le nucléaire était indispensable. C'est faux. Le rapport de RTE, et je le connais en détail, j'ai suivi les groupes de travail, il dit que les renouvelables sont indispensables et que le nucléaire est une option. Elle n'avait pas très bien pris la chose. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de la remercier infiniment pour cette clôture du groupe de travail. Évidemment, entre les deux, il y a eu tout ce qui s'est passé sur le front de l'énergie, sobriété, etc. On est vraiment, de mon point de vue, dans un changement de paradigme. Et surtout, dans cette réunion, il y avait en face de moi quelqu'un de l'UNIDEN. L'UNIDEN, c'est l'association des électro-intensifs, des grandes entreprises qui consomment beaucoup, beaucoup d'électricité. Il y a 6 mois, le photovoltaïque éolien, c'était une cause d'augmentation, c'était vraiment la perte de tout. Là, c'est eux qui demandent une accélération du photovoltaïque et de l'éolien. Pourquoi? Pour faire baisser les prix d'électricité. Voilà. Donc, j'ai remercié le ministère, l'administration pour ce travail extraordinaire, un petit peu aidé par les circonstances quand même, mais il y a des fois, ça débloque la comprenette. Malheureusement, c'est à cause d'une guerre. J'ai pas envie de dire merci Poutine, ça je ne dirai jamais de ma vie, mais de comprendre qu'il y a des choses en France, on est dans un système tellement bloqué, qu'on a besoin de ce type d'événement pour parler enfin des réalités objectives, eh ben, ça fait plaisir d'être dans ce moment-là. Donc voilà, je vous ai apporté ce cadeau d'anniversaire, je vous le fais à tous, et j'en resterai là pour mon intervention. Je vais passer la parole à mon président, parce que je suis le soleil, mais il y a, comment tu appelais ça? Le pharaon, voilà. Je laisse la place au pharaon, et merci encore. Bon, bonjour à tous. Le pharaon va être sobre, hein. Marc est bavard, mais c'est normal, il a quand même beaucoup de choses à dire et 30 ans d'expérience. Donc moi, je suis particulièrement heureux de vous accueillir. Je voulais encore une fois remercier l'équipe organisatrice parce qu'elle a pu trouver un nouveau lieu en 4 jours. Ça a été un vrai challenge et pas mal de stress, je pense. Bon, le stress est derrière nous maintenant, tant mieux. Sur Espul, donc c'est 30 ans de militantisme, de labeur, de travail, de ténacité, mais qui ont abouti, et Marc vient de nous le montrer, à une reconnaissance nationale, européenne même, de notre sérieux, et une reconnaissance qui est aussi bien pour des particuliers que des entreprises, et des entreprises de toute taille. Mais Espul, ça a aussi abouti à des réseaux de personnes, pas des réseaux électriques, des réseaux de personnes très étoffés, et dont vous êtes aujourd'hui tous la preuve. Malgré tout ce qui a été fait, on sait aujourd'hui, et Marc vient de le dire aussi, qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort. Et dans le monde de l'énergie, donc qui est en permanente évolution, on est persuadé que Espul a toujours un grand rôle à jouer, au moins pour les 30 prochaines années. Mais bon, ceci dit, je suis d'abord moi très impatient d'écouter toutes les interventions prévues, les débats, les discussions, de participer aux ateliers. Et donc je vous souhaite une bonne journée, prospère, et un bon rendement malgré une température qui est très largement au-delà des conditions STC. Bon, mais c'est comme ça. Merci. On me dit de la technique que ça... Alors, il marche mieux? À 9h15 ce matin, RTE, qui reste quand même une filiale à 51% d'EDF Corporate, donc au-delà de tout soupçon forcément, on est quand même déjà à, j'aime bien le présenter comme ça, 4,6 équivalent full load réacteurs nucléaires en solaire photovoltaïque. 4682. On n'est qu'à 9h15 le matin, vous comprenez qu'il y en a qui s'inquiètent. Et hier, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Marc, à midi temps solaire vrai, on était à 9,5 gigawatts, quasiment 10 réacteurs full load nucléaires pleine puissance, puisque c'est 1000 mégawatts la valeur commune de ces objets dont tu parlais tout à l'heure. Alors, première table ronde, Mélodie, on appelle qui? Alors, on va appeler cofondatrice, première présidente de l'association Espul, Maguit. Maguit. Donne son nom complet. Maguit Chichereau. Attention à la marche. Mais attention, les intervenants, il y a 2 marches. Oui, il y a 2 marches. Jean-Louis Ball, qui est au premier rang ici, président du syndicat des énergies renouvelables, qui va représenter à cette table ronde tous les acteurs.
Alors, on vous le dit une fois pour toutes, il n'y a pas de plan de table, hein, vous vous asseyez par affinité. Vincent Fristo, je ne l'ai pas vu Vincent Fristo, il est là. Vincent Fristo, adjoint au maire de Grenoble depuis 2014, cofondateur d'Espul et président de Gaz et Électricité de Grenoble, également fondateur de Négawatt en 2011. Michel Dubromel. Oui, 2001. Voilà. Michel Dubromel, phébusien de longue date et référent énergie de France Nature Environnement et grand supporter du photovoltaïque. Pierre Leroy, maire adjoint du Puy-Saint-André, Phébus 93. Frédéric Rigaud, pardon. Administratrice de France Nature Environnement au niveau national, longtemps au niveau régional, et marraine d'Espul. Elle vous expliquera tout à l'heure comment est-ce qu'elle est devenue marraine. William Gillett dit Bill Gillett, hein, pas Bill Gates comme quelqu'un l'a entendu tout à l'heure. Bon, il est là aujourd'hui en tant que directeur des programmes énergie de l'agence européenne EASAC, European Academy Science Advisory Council, formé par tout un tas d'académies européennes. On en a longuement parlé au petit déjeuner, mais il est surtout là parce qu'il a porté le photovoltaïque à Bruxelles pendant des années. Il va en parler tout à l'heure. Bruno Guédon, le très discret Bruno Guédon. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis contente de le mettre sur la scène aujourd'hui. Et est-ce qu'il nous reste une chaise? Je suis pas sûr. Oh là là. Et Florence Martin, qui est directrice et administrative et financière d'énergie partagée. Et il y a une chaise, Bruno qui l'a attrapée. Alors, on va commencer avec Magit. Alors, juste pour prévenir nos intervenants, c'est moi qui a préparé les PowerPoint derrière vous. Donc, certains de vous, vous ne savez pas ce qui s'affichera. Vous inquiétez pas. C'est plus drôle comme ça. Vous inquiétez pas. C'est Bruno qui a travaillé avec moi pour sortir un certain nombre d'images d'archives. Je les avancerai. Donc, du coup, pour notre audience, ici à distance, parfois, c'est pas calé sur ce qu'ils sont en train de dire, mais vous inquiétez pas. C'est relatif à ce qu'ils ont fait, leur contribution. On commence avec Magit, première présidente d'Espul, qui a aussi rempli pas mal d'autres fonctions. En tant que salariée d'Espul, j'aime dire que pendant 10 ans, Magit avançait devant et nous, on courait désespérément derrière pour essayer de mettre en œuvre ce qu'elle suggérait. Et Magit, raconte-nous comment l'aventure Espul a commencé et puis, après ces toutes premières années, pourquoi ça ne s'est pas arrêté là? Et est-ce que c'était facile, tous ces éléments? Juste, je suis désolée Magit, j'ai oublié. Les gens à distance, vous pouvez poser des questions sur ce numéro de téléphone portable 06 67 04 97 13. Ah, tu donnes ton 06. Oui. C'est celui d'Espul. On n'a pas de téléphone qui va avec après. Mais bon. Donc vous pouvez poser vos questions. Magit, je passe la main. Bon, alors vous voyez, je suis un petit peu émue parce que 30 ans, c'est quand même quelque chose. Et puis de voir l'ampleur qu'a pris Espul, c'est assez émouvant pour moi et pour, je pense, toutes les personnes qui sont ici. Alors moi, on m'a chargé de rappeler l'historique, hein, la préhistoire d'Espul. Marc a parlé de l'actualité. Moi, je vais parler de la préhistoire. Alors, il faut remonter à novembre 1991. À Lyon, il y avait un grand colloque nucléaire mondial. Et quelques personnes, dont nous faisons partie, un certain nombre qui sont ici, et notamment aussi Thierry Girardot, qui était là. Voilà, on avait monté un contre-projet à cette conférence. Et cette conférence, notre contre-projet s'appelait « Tournons la page du nucléaire », déjà. C'était en 91, novembre 91 à peu près. Et puis, le colloque s'est bien terminé, et il s'est bien terminé autour d'un repas
à la brasserie Georges. Les Lyonnais connaissent ce haut lieu de la gastronomie lyonnaise. Et autour d'une immense table, il y avait tous nos invités qui venaient de toute l'Europe, puisque je crois même qu'il y avait des personnes qui venaient de Russie. Il y avait des Belges, des Allemands, enfin bref, il y avait un beau panel européen devant nous. Et on chahutait un petit peu, même pas mal, et on faisait beaucoup de bruit. Puis on disait, on est toujours contre le nucléaire, mais peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on soit pour quelque chose. Alors, à ce moment-là, je crois qu'il y avait notre ami Max Schneider, qui était député à Genève, qui est ici, qui avait une certaine habitude de connecter au réseau des systèmes photovoltaïques en Suisse. Il dit, on pourrait lancer un projet d'une centrale solaire raccordée au réseau. Et donc, la pression montait, oui, ce serait formidable, on va faire ci, on va faire ça. Puis, le patron de la brasserie Georges est venu vers nous, parce que ça commençait à être un petit peu bruyant, un peu trop même. Et il nous a dit, est-ce que vous pourriez vous mettre un petit peu en veilleuse? Et alors, on lui a dit, oui, oui, tout à fait. Il est parti et il est revenu avec du champagne. Il nous a offert le champagne. Alors, on a trouvé que c'était d'une élégance totale de sa part, puisqu'on avait obtempéré. La prochaine fois, je vous conseille de faire du bruit. Vous obtempérez, peut-être que vous aurez du champagne. Donc, on a bu du champagne et puis ça nous a aidé aussi à monter le projet, puisque à la fin du repas, déjà, on avait commencé à se dire comment on va faire. Alors, on a ramassé des fonds et puis bon... L'histoire a montré qu'au mois de juin 92, le 14 juin, on s'est connecté donc à Malville, vous voyez, chez Georges David, qui est quelque part ici. Cette installation fonctionne toujours. Et alors, chose extraordinaire, cette centrale produit plus que le surgénérateur de Malville. Il est fermé, d'une part, vous pouvez aller voir le coût, d'une part il est fermé, et en plus il consomme, parce que pour le maintenir, tout ça, il consomme. Donc on a vraiment gagné sur tous les fronts, et là on a commencé à penser que c'était bien, mais peut-être qu'on pourrait faire mieux. Alors là, on a eu quelques... Maguette, c'est juste, parce que les gens ils n'ont pas vu, mais c'est Marc et toi en photo là. Le gars avec plein de cheveux. Ah voilà. Je me permets. Puis, celle qui était rousse et qui est plus rousse maintenant, c'était moi. Bon. Et alors, donc Marc il est en vert, Maguette en bleu. Voilà. Et puis ensuite, il faut savoir que Monsieur Guillette va peut-être... nous sommes allés à Montreux avec Marc au mois d'octobre. Il y avait un salon du photovoltaïque. Et là, je vais dire qu'on a fait une rencontre extraordinaire avec Marc. On a rencontré Monsieur Kaut. Monsieur Kaut était directeur à la DG16, la direction... DG17. Et on a parlé avec lui, puisqu'il était à Bruxelles, à la Commission européenne, on a parlé avec lui, puis il nous dit, c'est dommage, en France, vous n'avez pas de système photovoltaïque, personne fait des systèmes photovoltaïques raccordés aux réseaux. Stop. On l'a arrêté tout de suite, on a dit, nous, on en a fait une. Bon, alors on a parlé avec lui, comme ça, et il dit, mais au mois de décembre, on est en octobre 92, au mois de décembre 92, il y avait la clôture d'un projet Thermi, d'un programme Thermi. Il dit, si vous présentez un dossier, on va voir, on va l'examiner et peut-être que... Bon, alors là, tous les cerveaux, Vincent Fristo, Paul Coste, Max Schneider, en ébullition, tout le monde travaille et on monte un projet qu'on présente à l'heure à Bruxelles. Et ce projet, bien sûr, est examiné, si je me trompe, par des experts européens. À l'époque, on avait 9 États, donc il y avait 9 experts, un de chaque État. Les experts étrangers ont dit ce dossier est correctement monté financièrement, techniquement. Évidemment, les experts français, oh là là, vous n'en parlez pas, c'est nul et tout. Ils étaient venus avec la consigne de démonter ce projet. Mais face aux autres, ils ne pouvaient pas se déjuger. Alors, ils ont trouvé un autre argument en disant que
qu'on était un peu des pieds nickelés, quoi, on était fauchés, et qu'on n'arriverait pas à monter ce projet correctement jusqu'à la fin. Et là, on a dû présenter une caution bancaire. Alors, là, je remercie les Verts français. Ils ont apporté la caution bancaire pour pouvoir monter ce projet. Donc, il n'y avait plus de barrières pour le réaliser. On l'a réalisé, il faut vous dire qu'on l'a réalisé, celui-ci, uniquement en bénévolat. Il n'y avait pas de salariés à l'époque. Hein. Ce projet a été monté correctement. Il a fait l'objet de la revue Best Practices toujours. Donc, on était bien notés dans nos projets. Et voilà. Et ensuite, les projets se sont évidemment enchaînés les uns avec les autres. En France, on n'avait ni tarif d'achat, ni tarif de connexion. Hein. Donc, il a fallu attendre la loi de 2000 pour qu'il y ait des tarifs d'achat et des coûts de connexion. Et les coûts de connexion, Marc en a parlé tout à l'heure et ça m'a fait plaisir, parce que jusqu'à présent, les coûts de connexion, ils étaient abusifs, on va dire, parce qu'ils ne correspondaient à aucune réalité. Enedis faisait la pluie et le beau temps, et j'apprends aujourd'hui avec plaisir que maintenant, ce sera un peu plus réglementé. Donc, les projets se sont succédés. Et qu'est-ce qu'on a appris dans ces projets? On s'est dit, on a appris beaucoup de choses. D'abord sur la technique, mais aussi qu'il fallait toujours être les meilleurs. Parce qu'on savait bien qu'on se serait fait vraiment coincer, si je puis dire, si on avait fait la moindre erreur, nous aurait été fatale. Et je pense que c'est la qualité qui est restée chez Espul. C'est-à-dire on est toujours un petit peu en avance d'une guerre, sur la société, ce qui permet de l'innovation et ce qui permet de perdurer jusqu'à 30 ans. Et j'espère que dans 30 ans, on sera en 2050, hein, on sera 100% renouvelable. Alors, je pense que ce sera une belle fête hein, parce qu'on aura gagné. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire, avec le recul, on ne s'est pas trompé. On a fait le bon pari en 91. Et puis, on ne s'est pas trompé. Puis l'avenir nous a montré qu'il fallait qu'on a continué à améliorer à la fois la connaissance, parce que maintenant, c'est plus des projets de ce type qui sont des types dont je vous ai parlé, qui sont développés. C'est beaucoup plus. Moi, je ne vais pas vous rentrer dans les détails parce que je ne suis pas technicienne, mais c'est vraiment. On est à la pointe. Voilà. Merci Maguite. Je voulais juste. Je voulais rajouter que dans les partenaires de ces premiers programmes européens, on avait une entreprise qui est avec nous aujourd'hui. On avait SMA, qu'il a fallu travailler avec eux pour adapter les onduleurs au réseau français. Donc ils sont là depuis la toute première installation. Ils sont dans la salle aussi. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont où? À l'arrière. Non, puis il y a les actuels SMA, mais il y a des anciens SMA qui sont là aussi. Voilà. Alors, on vous en parlera. Philippe me demande de remonter parce que... Oui, je voulais remonter parce que voilà. Vous ne le savez pas, mais oui, si, c'est celle-là. Madame Dinguirard. En fait, c'est Maguite Chichereau, c'est la même personne. Et l'adresse qu'il y a en dessous, les Nuls, où j'ai eu l'occasion d'aller une fois, de mémoire, ça doit vouloir dire les brumes ou le brouillard ou un truc dans ce genre-là. Hein, le brouillard, voilà, le brouillard. Ben, en fait, c'est chez lui, voilà. Il avait domicilié déjà l'association Phébus chez lui. Et les Nuls, ben, il n'y a pas d'électricité. Enfin, il n'y avait pas d'électricité jusqu'à l'arrivée du photovoltaïque, bien sûr. Grâce à Gérard Moine. Oui, Gérard Moine, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pape du photovoltaïque. Je sais, on lui a déjà fait 15 000 fois, mais c'est le joke entre nous. Hein. Pourquoi le pape du photovoltaïque? Parce qu'il a écrit la Bible du photovoltaïque, que vous connaissez peut-être, qui est longue à lire, cette Bible. Alors, quand on raccorde une installation photovoltaïque au réseau, il faut des modules photovoltaïques. Et aujourd'hui, vous avez Jean-Louis Ball avec une casquette, déjà le 4e mandat de président du syndicat des énergies renouvelables. Mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, il était chez NAPS, Neste Advanced Power System, pour ceux qui connaissaient à l'époque. Et c'est lui qui a fourni les modules. Alors, Jean-Louis, comment ça s'est passé? Tu leur as fait un bon prix, j'espère. Alors, d'abord, une question. Un lustre, c'est 5 ans ou Un lustre, c'est 5 ans, oui. J'ai donc dit 6 à 8 lustres. Ouais, je suis à mon 10e lustre.
dans les... Oh là là! J'ai commencé... Il faudra nous donner ton élixir de jouvence. Oui, à l'époque, donc, je travaillais chez Naps. Et Naps commercialisait des modules photovoltaïques au silicium amorphe qui étaient fabriqués à Lens et avait un accord de commercialisation pour la France et l'Europe avec Kyocera. Et j'ai donc eu l'occasion, comme j'étais responsable des ventes notamment sur la Suisse, j'ai eu l'occasion donc de discuter avec un redoutable négociateur qui s'appelle Max Schneider. Vendre quelque chose à Max, il faut se lever tôt. Et donc, il y avait ce projet. Et donc, on est passé par la Suisse. Oui, il fallait dédouaner. Parce que les tarifs pratiqués par Naps n'étaient pas les mêmes en France et à l'exportation. Donc, pour avoir un meilleur prix, on est passé par l'entreprise de Max qui s'appelait Sunwatt, si je me souviens bien. Et donc, ça a été... je pense que c'était 1 kW, 15 ou 16 modules, 15 modules, je pense, qui faisaient... vous pouvez en voir un à l'entrée à l'espace café, donc qui faisait 63 watts. C'est celui qui est en photo derrière, c'est le même. Ouais. Et c'était une époque où le photovoltaïque évoluait à vitesse grand V. Hein. Moi, j'ai réalisé ma première installation en 78, 1900. C'était au Mali, avec des modules photovoltaïques qui avaient été fabriqués en France par une entreprise qui était filiale de Philips à l'époque, qui s'appelait Radiotechnique Compélec, et qui a de plusieurs fois changé de nom depuis, et qui maintenant s'appelle Photowatt. Et les modules qui équipaient cette pompe solaire, leur puissance crête, c'était 10,9 watts. Depuis, la puissance unitaire des modules a bien évolué. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que le prix unitaire de modules photovoltaïques n'a pas changé depuis 1978. Par contre, la puissance a été multipliée par 50. Aujourd'hui, c'est courant d'avoir des modules photovoltaïques de 500 watts crête. C'était une époque où il fallait quand même être visionnaire pour penser que le photovoltaïque deviendrait aujourd'hui donc une technologie rentable et performante. Hein. Et je ne parle pas de moi, hein. Je parle de certains soutiens, notamment à la Commission européenne, qui ont vraiment poussé sur le photovoltaïque. Moi, je voudrais rendre hommage en particulier à Wolfgang Pals, qui a été vraiment, il vit toujours, hein, il est toujours donc un visionnaire sur le photovoltaïque. C'est avec lui que moi j'ai réalisé ma première installation donc connectée au réseau. Donc c'était en 79, 63 kW sur la piscine de Chevetogne en Belgique. Alors c'était pas vraiment connecté au réseau, c'était plutôt de l'autoconsommation, parce que la consommation du centre sportif était bien supérieure à 63 kW, donc il n'y avait pas d'énergie renvoyée sur le réseau. Mais donc la DG Recherche, dans laquelle Wolfgang était le patron de l'énergie, a lancé dans toute l'Europe une série d'installations de grande puissance connectées au réseau. Et c'était vraiment la préhistoire. Mais il fallait vraiment y croire à l'époque. Les modules photovoltaïques en 85, ça coûtait $10 du watt. Hein. Penser qu'on serait aujourd'hui à 25 centimes d'euros par watt crête, c'est quelque chose qui tombait pas sous le sens, quoi. Merci, ça nous fait un petit lien prospectif, mais on reviendra vers toi à la fin de cette première séquence pour un petit peu une vision prospective, puisque c'est l'objet de la deuxième séquence. Alors, tu voulais lui poser une question ?
Non, mais je voulais dire que si nos intervenants, si vous sentez l'envie de parler pendant 8 minutes, c'est non. Parce qu'on a un petit peu de retard et on a des intervenants qui ont des horaires très spécifiques de départ. Je vous montre juste derrière, Jean-Louis, cette première installation, les modules qu'il a vendus. Il est suivi par Epis Énergie, notre filiale d'Espul, et on voit donc la production très récente qu'il réalise. Alors, oui, la question c'est est-ce qu'il fonctionne toujours aujourd'hui? La réponse est oui, hein, ça fonctionne toujours. Il y a toujours de l'électricité. Parfaitement. Et en s'en occupant beaucoup, un peu. D'accord. Alors pour les distanciels qui n'entendent pas forcément puisqu'il n'y avait pas de micro, donc juste un incident, un onduleur changé au bout de 10 ans, onduleur changé, c'est un SMA maintenant d'après mes infos. C'est un SMA, qui a 20 ans et qui tourne toujours. Merci SMA. Et Jean-Louis, perte de... Parce que les opposants, c'est toujours ce qui nous balance à la figure. Hein. Oui, mais vos modules, c'est bien gentil, mais ils s'usent. Bah, les mesures qui ont été faites, je vous parle sous contrôle du propriétaire et de Espul, au bout de 20 ans, donc ça a été mesuré chez Certisolis, et la puissance crête a diminué de 8% sur 20 ans, donc ce qui fait moins de 0,5% par an. Donc grande stabilité, et maintenant, ça a 30 ans, hein. Et je pense qu'on est toujours à des niveaux de performance excellents. Gérard, ton installation a pas loin de 30 ans également. Combien de pourcents? Tu confirmes les 8%? 14% de perte à 20 ans. C'est vrai que Ah, voilà, très bien. Oui. C'est lui dont on fête les 30 ans aujourd'hui. Par rapport à la perte d'efficacité, donc 8,3% exactement sur 20 ans, il faut préciser que cette perte d'efficacité a été compensée du moins par deux facteurs. Premièrement, l'ensoleillement qui s'est accru à partir de l'an 2000, c'était très net. On pouvait déjà à l'époque, à la fin de la décennie 2000, on pouvait déjà dire que le changement climatique était là. Il y a un ensoleillement qui a été beaucoup plus intense dans cette décennie par rapport à la décennie précédente. Et le deuxième facteur, c'est les l'onduleur qui a apporté aussi des performances autrement plus grandes. La seconde génération d'onduleurs, donc celle qui a suivi au début des années 2000 le prototype des années 90, était beaucoup moins énergivore que la génération précédente. Merci Georges David. Vincent Fristo, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, adjoint au maire de Grenoble depuis 2014, cofondateur d'Espul, président de GEG, fondateur de Négawatt. Il a une petite particularité, il a osé. Non, mais je le dis, il va nous raconter en détail ses souvenirs, puisque c'est un fondateur d'historique d'Espul, quel souvenir il en a. Mais il a osé, habitant dans un immeuble, dans un appartement, aller mettre des modules sur le toit, tirer un câble. Enfin, je vous le raconte comme ça, c'était fait un peu plus sérieusement, pour alimenter son appartement. Alors, souvenir de l'époque, et ben voilà, on a la photo. Bonjour à vous toutes et tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, avec de l'émotion, hein, parce que c'est vrai que finalement, quand je regarde ces 30 années, c'était le tout début de mon engagement militant. J'avais 24 ans à l'époque, peut-être les plus jeunes d'entre vous ici. Et donc, c'était assez extraordinaire de pouvoir faire tourner les compteurs à l'envers. Parce que c'était ça, à l'époque, où grâce à la production photovoltaïque d'une remorque, on parlait de Max qui amenait la remorque de Suisse, qui se déployait en 5 minutes, et on avait là 1 kilowatt à disposition n'importe où, dans n'importe quel site isolé. Alors, non, pas isolé, justement, il fallait être raccordé, pardon, pour eh bien, injecter dans le réseau. Et donc, j'ai tout de suite compris que ça avait un sens politique, évidemment, cette action-là, que de questionner le réseau électrique sur sa capacité à recevoir d'autres sources que des sources centralisées comme nous avions l'habitude à l'époque. Et donc, une vraie transformation de la distribution de l'électricité. Et donc, et je me souviens même qu'il a fallu convaincre certains collègues écolos
qui, à l'époque, et à juste titre, avait réussi à mettre en place un modèle économique pour le solaire thermique, avec difficulté, à l'ASDER par exemple, et qui nous interrogeait en disant « Mais vous, les rêveurs, là, ça va pas, non 120 000 francs, c'était en francs, pour une installation qui allait produire même pas l'électricité d'un ménage, nous, c'est pas du tout économique, ça tient pas, ça va être la risée de nos détracteurs. » Et donc, on a dû finalement trouver, argumenter pour montrer que finalement la démarche avait du sens. Et donc, ça a été aussi un travail interne que de montrer l'intérêt de ces systèmes. Et l'illustration, la photo que vous avez à Grenoble, eh bien, j'habite toujours dans l'appartement. Et donc, elle fonctionne toujours, 1200 kWh par an. Et donc, ça marche toujours. Je n'ai pas fait le calcul exact de la perte en 22 ans, 23 ans, mais c'est quelques pourcents, c'est sûr. 23 ans, donc sortie d'obligation d'achat. Tout à fait. Donc, j'ai eu un contrat d'achat de 20 ans qui a cessé. Et il n'y a pas longtemps, c'était en mars 2022. Alors, est-ce que Vincent, producteur, a signé un PPA, Power Purchase Agreement, avec l'off-taker Vincent? Alors non, parce que en tant qu'élu, on est quand même soumis à certaines règles, et donc je ne vais pas me créer des difficultés pour 100 € par an d'injection, et donc bon, pour l'instant c'est de l'injection gratuite, j'en fais don. Mais bon, ce qui a changé évidemment, c'est l'échelle. Donc aujourd'hui, je suis adjoint au maire d'Éric Piolle à Grenoble, et donc à Grenoble, on a la chance de disposer d'un outil comme Gaz Électricité de Grenoble qui fait la distribution. C'est l'Enedis local sur la ville de Grenoble et puis 15 autres communes environ, et puis le gaz aussi. Et donc cet outil, Société de la ville de Grenoble et de la métropole et d'Engie, donc investit aujourd'hui très fortement dans la production. Et en 2021, on a livré des installations de 3 MW crête à Porte-les-Valences, à la Buisse, à côté de Voiron, et puis à Suville. Donc là, c'est les mines de Lamure qui font leur mue du charbon à une électricité décarbonée, où là, c'est 13 MW crête qui sont installés, en plus de la première tranche de 5 MW. Sur des terrains évidemment pollués par les déchets de charbon, donc qui n'ont pas de vocation agricole. Donc on voit qu'aujourd'hui, il est possible à travers un outil comme celui-ci de montrer l'exemple, et notre ambition, c'est bien sûr de faire des petits. Alors même si au niveau de la distribution, les choses sont encore bridées au niveau national, sur les aspects production, évidemment, la loi de transition énergétique permet à tous les territoires de se doter de ces outils, et donc il y a matière à faire. On parlera un tout petit peu plus tard de la suite et de ce qui va se passer. Quand on est adjoint au maire de Grenoble, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message ou comme réglementation? Michel Dubourmel, vice-président référent énergie de France Nature Environnement, mais plus important pour la journée, Phébusien. C'est le petit nom des 300 et quelques personnes qui ont réalisé une installation dans les programmes Phébus, qui était l'ancien nom d'Espul, qu'on ne vous a pas dit au départ, mais oui, c'est important de le savoir. Vous êtes engagé dans le photovoltaïque en premier. Vous avez été un des tout premiers. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a été votre rencontre avec cette énergie? Oui, alors merci, et puis beaucoup d'émotions pour cette journée, parce que j'imaginais pas 30 ans après fêter l'anniversaire d'une installation qui me semble aujourd'hui, et qui me semblait déjà à l'époque évidente, mais le parcours du combattant, je pense que on en parlait tout à l'heure là au café, quand on parlait de raccordement photovoltaïque en 93, enfin, les gens nous prenaient pour des zombies, quoi, hein, c'est clair. Alors donc, excuse. Oui, donc à l'époque, je venais de retaper une maison alsacienne. Alors rénover une maison aujourd'hui, c'est évident. Les années 70-80 en Alsace, tout le monde pensait à détruire les maisons à colombage parce qu'elles tombaient en ruine. Donc on avait bossé avec mon épouse pendant 10 ans pour retaper une maison, mais j'avais toujours un truc en travers de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Hein, c'est-à-dire retaper une maison, oui, mais je voulais faire l'étape d'après. Et visitant, pour ceux qui connaissent en Alsace, la foire du Rofac,
c'est la foire biologique éco-bio qui a été, faut bien le dire aussi, mise en place par des viticulteurs qui souhaitaient vendre leur vin bio. Et puis il y avait différents stands. Et puis sur le coin d'un stand, mais pas au milieu, quoi, une table dans un coin, il y avait un petit prospectus qui devait être aussi grand que ça, qui était marqué Phébus, et qui expliquait mode d'emploi en une page. Donc tout le programme Phébus était expliqué, et puis il y a eu urgence parce qu'il fallait boucler le programme, je crois, dans les semaines suivantes. Est-ce que vous pouvez signer? Donc je suis allé voir les gens du stand et je lui ai dit, je signe où? On dit, mais ça va pas, vous avez tout lu? Oui, donc étant convaincu, on va mener quelques luttes antinucléaires et autres, je voulais faire tout ce qu'il fallait pour ne plus être client de EDF. Donc pour moi, je comprenais quand même, étant de formation ingénieur, comment ça fonctionnait, mais ça me permettait de faire concurrence à EDF, même avec ma petite contribution. Donc, bah oui, j'ai signé, ça c'est simple. Bah, le parcours du combattant, puisque au niveau alsacien, nous dépendons d'électricité de Strasbourg. Bon, j'ai dû faire au moins 5 bureaux pour qu'on me signifie à chaque fois que ce n'était pas le bureau A qu'il fallait voir, c'était le bureau B, et que de toute façon, ça ne pouvait pas exister. Bon. Un petit peu têtu, ça n'a pas changé. Et donc, ayant fait le branchement donc avec le brillant Marc Cavalet sur le toit de ma grange pour faire le contrôle, et avec une remarque que je citais aussi tout à l'heure, du représentant d'électricité de Strasbourg, arrivé en retard bien sûr, mais on avait besoin de lui pour réceptionner, qui m'avait dit, écoutez, vous n'avez quand même pas très bien mis vos panneaux, on devrait les voir du côté de la rue. Je lui ai dit, oui, mais monsieur, en général, des panneaux, on les met côté sud. Véridique, hein. Marc, certifié. Oui, non, mais c'était le responsable énergie renouvelable, mais je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Et alors, surtout, le fin du fin, là-dessus, Marc était très performant, disant, on va juste aller vérifier comment tourne le compteur, bien sûr, pas le compteur noir, hein. Le compteur principal, parce que le compteur noir, c'était la production Phébus, et c'est mon compteur principal. Et le même responsable, Électricité Strasbourg, nous a dit, il est impossible qu'un compteur tourne à l'envers. Non mais pour lui, c'était logique. Hein. Pour lui, il avait été formé pour vendre l'électricité. Donc le compteur devait tourner dans le bon sens. Et donc, il a essayé de me convaincre qu'il viendrait le lendemain pour installer un autre compteur. Je ne l'ai jamais revu. Voilà. Non mais je pense il faut quand même avoir vécu ces éléments-là pour savoir comment c'était à l'époque. Alors on en rigole aujourd'hui, mais c'était comme ça à ce moment-là. Donc ça facilitait beaucoup les installations. Bon, ayant eu l'occasion puisque j'ai quitté l'Alsace pour raisons professionnelles, je coule quelques journées tranquilles dans le Jura comme retraité un peu actif. Et donc j'ai su que, en fait, mon successeur, au début, il m'a dit « C'est quoi votre machin ?» Et en fait, il est devenu correspondant régulier de Phébus, qu'il alimente régulièrement. Je ne connais pas les productions qu'il a déclarées, mais je sais que moi, j'avais quitté au bout de 10 ans. Alors, je reviens sur les calculs tout à l'heure, puisque à l'époque, on était astreint. Hein, c'était une astreinte, mais je peux vous dire que toute la famille s'y mettait de relever le compteur. Hein, c'était dans le contrat qu'on avait, contrat du projet européen. Et donc, on relevait le compteur. J'ai retrouvé les courbes tout à l'heure de production. Et quand j'ai quitté au bout de 10 ans, globalement, au doigt mouillé, la perte de production devait être au maximum de 5%. Et lui, donc ensuite, que j'ai contacté, donc ça devait faire au bout d'une quinzaine d'années d'installation, m'a dit que par rapport à l'installation d'origine, parce que je lui avais donné les graphiques de ce qu'on déclarait, lui, il n'a pas vu de différence. Alors, est-ce que c'est, comme on disait, que l'ensoleillement avait augmenté, mais il ne voyait pas de différence. Et donc, lui qui n'était pas du tout écolo, pas du tout convaincu, par l'exemple, il avait dit c'est merveilleux. Alors, donc, mon parcours, non pas m'a fait quitter l'Alsace, mais bon, comme l'installation, ça fonctionne trop bien, on s'en occupe plus tellement. J'ai eu un parcours associatif où je me suis fortement engagé au sein de France Nature Environnement, quelques activités où je me suis occupé un petit peu de la présidence des FNE, c'est un truc qui vous occupe un peu 7 jours sur 7 et autres. Et puis, bon, étant maintenant un petit peu en retraite de FNE, on m'a dit, bah, tiens, si tu ne sais pas très bien comment t'occuper, le responsable énergie est un poste vacant. Bon, il y avait quelques personnes
assez engagé là-dedans, tu pourrais peut-être t'occuper d'énergie. Et puis, tiens, donc ma salariée, ma chère coordinatrice, m'a dit il faudrait quand même qu'un jour, on prenne quelques contacts avec Espool. Est-ce qu'on pourrait se faire une réunion? Tu sais, là, ils ont un directeur, est-ce que tu le connais? Écoute, les présentations vont être vite faites. Comme Marc était déjà grimpé sur mon toit du temps où j'étais en Alsace, donc la maison s'est retrouvée. Je me suis retrouvé très rapidement avec Marc, nos salariés qui souhaitaient nous présenter. On a dit bon, ça va, c'est bon. On a quelques histoires communes puisqu'on s'est souvent croisé avec Marc. Alors que ce soit au Grenelle, que ce soit dans différentes négociations, chaque fois les gens voyaient deux têtes différentes, une parlant au nom des FNE, l'autre parlant au nom des SPUL. On est en général assez d'accord. Et puis, toujours un petit peu occupé au niveau de FNE, je suis dans la tranche des cheveux blancs, hein, comme certains autres et autres. Et puis, j'ai toujours soucié de tout ce qui était l'éducation et la sensibilisation de l'environnement. Oui, on a une action militante. Oui, il est important de nous battre sur des dossiers comme la biodiversité, les énergies, ce que je fais actuellement et autres. Mais je voulais vraiment absolument renouveler l'équipe en ce qui concerne la partie éducation, sensibilisation de l'environnement, et quelques relations internes et autres. Et puis un jour, il y a eu l'occasion de rencontrer ma voisine qui a fait un gros travail à l'époque dans le domaine de la FRAPNA. Oui, ça existait la FRAPNA à l'époque. Frédéric me dit, oui, si tu veux, pour renouveler l'équipe, toujours casquette éducation, sensibilisation de l'environnement, oui, je veux bien te donner un coup de main pour renouveler l'équipe éducation, sensibilisation de l'environnement. On était dans le domaine FRAPNA qui venait apporter une contribution à FNE. Donc, Frédéric a pris du galon, elle n'aime pas que je dise ça, jusqu'au jour où, quand même, on a aussi des relations entre nous, on a passé une soirée agréable. Et puis, comment est-ce qu'on est venu à parler photovoltaïque? Elle me dit, mais évidemment, je connais, parce que Espool, c'est moi qui suis à l'origine du terme Espool. Donc, je suis là, bon. Comme quoi, le monde elle va en petit. Parler tout à l'heure, c'est elle qui va nous dire un petit peu petit. comment on est arrivé à Pas Espool. plus loin, mais comme quoi le monde est petit, je suis vraiment fait pour rencontrer Espool à chaque fois que je monte une marche. Et puis, je dois avouer que je vous fais faux bon, puisque, ayant été sollicité par Enercop, lundi prochain, comme j'ai changé de maison, j'installe de nouveaux panneaux sur ma maison dans le Jura. Bravo, merci. On laisse pas la photo tout de suite. Juste un petit complément, puisqu'on voit une photo, il y en a un qui pourrait vous parler pendant des heures ici, c'est Gérard Moine, mais je me souviens d'une anecdote qu'il m'a racontée un jour, parce qu'on organisait ensemble des kilos et des kilos de formation très technique, photovoltaïque, photon réseau, à Sophia Antipolis, avec Céline qui est là au premier rang, mais qui à l'époque était CSTB, elle était au Centre scientifique et technique du bâtiment, à vérifier un certain nombre de choses concernant les performances des modules. Et elle répétait, ne montez pas et ne marchez pas sur les modules, c'est pas fait pour ça. Je m'en souviens très bien. Ce compteur me fait penser à une lettre que j'ai pas réussi à retrouver dans mon ordinateur. Une des premières installations, peut-être même la tienne, mais vous y pensez pas, monsieur Moine? Vous n'allez pas me raccorder cette installation directement sur le réseau, là? Je parle sous le contrôle des Enedis qui sont là, des ancêtres du représentant qui va s'exprimer tout à l'heure. Hors de question, Flickr, harmonique de rang 32, vous allez nous perturber le truc, nous polluer complètement notre réseau. Hein. Non, monsieur Moine. Vous nous alimentez un moteur à courant continu, et puis vous faites un accouplement, là, vous mettez un peu de caoutchouc entre les deux si vous voulez, et vous alimentez une génératrice pour nous produire du bon alternatif qu'on connaît bien et qu'on va pouvoir... Gérard, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est ça? Bon, et tout à l'heure, on va te passer un micro, tu vas nous... Gérard étant un ingénieur, et Marc n'étant pas un ingénieur, Gérard, il a réfléchi, il s'est fait un petit peu dépasser au poteau par Marc, qui n'a pas réfléchi, il dit « on y va ». C'est une très belle formule. Pierre Leroy, on y va. Oui, Jean-Louis, vas-y. En 92, quand je suis arrivé à l'ADEME, chez EDF, il y avait une demi-personne qui s'occupait des énergies renouvelables, était à la direction de la recherche, s'appelait Pierre Capillon. Et pour le photovoltaïque connecté au réseau, il avait une expression que connecter au réseau du photovoltaïque, c'est comme injecter du sida dans un corps humain. Eh bien... Daniel Linco témoigne sur la formule. Bon, une demi-personne sur le photovoltaïque. Oui, cela dit, Jean-Louis, sur toutes les renouvelables. Ah oui, d'accord.
Cela dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un pays qui n'en voulait pas forcément des renouvelables. Je me souviens très très bien d'un colloque que j'animais une fois où j'avais une colonel Tavozo, qui était sur scène et qui disait « Mais oui, je sais bien qu'on met du temps, c'était sur l'éolien, désolé, mais c'est aussi une énergie renouvelable, je vous rappelle. » Et donc sur l'éolien, oui, on est long à analyser les dossiers, parce que vous savez que l'armée est un frein, ils se partagent le même espace aérien, c'est pas simple. Et je lui dis « Colonel, mais combien avez-vous de personnes qui travaillent chez vous en équivalent temps plein pour instruire tous ces dossiers éoliens ?» Elle cherche rapidement dans sa tête. Écoutez, on est quelque part entre 18 et 20 équivalents temps plein, rien que pour la direction de la circulation aérienne militaire nord. Et donc, j'ai à peu près autant du côté sud. Je lui dis, mais vous êtes sûr de ce chiffre, 18 personnes ? Ah, mais c'est pas possible ça. Et il y avait au premier rang le numéro 2 de l'ADEME qui était là. Je dis, combien d'équivalents temps plein à l'ADEME pour travailler sur l'éolien ? Bon, et donc on me fait vaguement le signe de 2-3 personnes, voilà. Et il y avait Virginie Schwarz qui était directrice de l'énergie à l'époque. Je dis Virginie, au ministère, combien de personnes équivalent temps plein pour travailler sur l'éolien ? Elle n'a pas voulu me répondre, elle m'a fait comme ça. Donc j'ai conclu que c'était à peu près autant qu'à l'ADEME. Je dis, bon, bah ok, on a à peu près 2,5 ici, 5 personnes. Allez, on rajoute royalement une personne à la Creux. Et si vous additionnez Creux plus ADEME plus DGEC, la plus petite direction générale de l'énergie au ministère, paraît-il, ben voilà ce qu'on avait pour faire de l'éolien en France. Et il y avait à peu près autant pour faire du photovoltaïque. Et Céline Mel, je lis sur ses lèvres, elle me dit, c'est toujours pareil. Non, vous êtes quand même un peu plus nombreux à l'ADEME maintenant. Alors, Pierre Leroy, Pierre Leroy, il va nous montrer que tout n'est pas toujours tout rose. Ben non, c'est un phébusien frustré. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai vu noter sur ton papier. Phébusien frustré. Le projet ne s'est pas fait. Comment l'échec d'un projet peut finalement démultiplier l'action ? Pierre Leroy, maire adjoint du Puy-Saint-André, Phébus 93. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. C'est vrai qu'on est ému d'être là parce qu'il y a des visages que je revois après 25 ans. Là, je vois Max devant moi, ça me fait un drôle d'effet parce que lui, il se souvient peut-être pas, mais il est venu chez nous à l'époque et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Donc, en effet, dans les années, milieu des années 80, comme Mike Gitt le disait tout à l'heure, on faisait contre. Moi, j'étais un des responsables des Verts locaux. Et on attaquait au tribunal. Donc on attaquait au tribunal pour faire fermer un incinérateur, puis pour faire démonter un aérodrome qui a été construit par le député maire sans permis de construire, et puis un autre incinérateur qu'on fait fermer. On faisait contre, et en effet, c'était pas l'envie. J'avais envie d'autre chose. Moi, j'avais envie de faire pour. Et donc, du coup, je m'intéressais beaucoup à la gestion des déchets. Sauf que des déchets, on passe vite à l'énergie. Et je me suis retrouvé, je ne sais plus par quel hasard, à une formation de l'ASDER. Et là, tout à coup, j'ai entendu parler de ce zouave, là, Marc Jedliska. Et j'ai entendu parler de ce qu'il faisait. Et là, moi, ça a été un déclic. Et en fait, ça a tout transformé pour la suite. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, de l'impact qu'ils ont sur les gens autour d'eux. Et en fait, moi, ça a été une révolution à partir de là. Donc, j'ai construit ma maison à ce moment-là, qui avait gagné le 2e prix des maisons économes en énergie en France, avec du bioclimatisme, du solaire thermique et du solaire photovoltaïque. Mais entre-temps, eh bien, l'opération Phébus, on s'est dit, waouh, génial, on va le faire. Et donc, avec 6 copains sur le territoire, on est allé voir le maire de ma commune et on lui a proposé, on a dit, on a suffisamment d'argent, vous n'allez rien payer, enfin voilà, vous connaissez Phébus, sauf que dans le conseil municipal, il y avait une personne d'EDF. Et donc, paf, ça n'a pas été possible, ça a été un échec. Et souvent, les journalistes me disent, mais vous pouvez nous parler de vos échecs ? Et en fait, quand on réfléchit, en fait, il n'y a pas d'échecs, il y a des échecs temporaires. Et souvent, on se rend compte que quand on est là dans la bonne voie, ben finalement, on arrive à transformer les choses sur les territoires. Et il se trouve qu'après, je me suis retrouvé maire. Et au bout de 17 ans, eh bien, 15 ans après l'échec de Phébus, on a créé la première société d'économie mixte en France qui associe les citoyens et collectivités pour produire de l'énergie. Et aujourd'hui, on produit 3 fois l'énergie que consomment tous les habitants de ma commune. Mais entre-temps, je me suis retrouvé aussi vice-président d'une communauté de communes. Et puis, je me suis retrouvé président du pays Grand-Briançonnais. Donc, le pays Grand-Briançonnais, en fait, c'est 36 communes, 3 communautés de communes. Sur nos territoires, bien, on s'est rendu compte qu'on avait le pouvoir de faire. Et on a transformé un certain nombre de choses. On a baissé de 50% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles.
ce qui est quand même pas banal, hein. On est passé de 12 500 tonnes à 6 700 tonnes. Derrière, c'est des économies de 1 200 000 € par an pour un petit territoire, hein, donc c'est pas anodin. Et puis, on a baissé de 75% la consommation d'eau potable, puis on a baissé de 40% la consommation d'énergie. On a éteint l'éclairage public dans 27 communes sur 36, et là, la semaine dernière, il y en a 5 qui ont dit qu'ils allaient éteindre l'éclairage public, et on a planté des dizaines de milliers d'arbres, on a créé des réserves naturelles régionales, etc. etc. Donc en fait, on a vraiment le pouvoir d'agir, mais pour nous, ce qui a été très important, c'est ces personnes-là, parce que Maggie, elle ne s'en souvient pas non plus, mais je pense, mais elle est venue aussi dans le Briançonnais. Max est venu. Marc, lui, c'est le seul, j'ai gardé contact au fil du temps avec Marc, même éloigné. C'est des inspirateurs, en fait. Et ces gens-là, ils ne se rendent pas compte de l'énergie qu'ils peuvent nous donner pour justement aller beaucoup plus loin sur les territoires. Et ça fonctionne. Aujourd'hui, oui, en tant que président du pays Grand Briançonnais, on a des discours qui étaient inimaginables il y a 5 ans. Il y a 10 ans, là, clairement, on était des extraterrestres. Mais aujourd'hui, la transition, clairement, sur les territoires, elle fonctionne. Nous, on travaille sur les besoins primaires des populations, donc je suis vraiment en bras de fer avec le ministère, parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est pas de la croissance verte ni du greenwashing. On veut vraiment faire de la transition, c'est-à-dire répondre aux besoins primaires sur les autonomies alimentaires, les autonomies énergétiques, les autonomies dans la gestion des déchets, le logement et la mobilité. Donc concernant la sève, soleil, eau, vent, énergie, aujourd'hui en effet on a 20 centrales reliées au réseau. C'est des petites centrales photovoltaïques, hein, sur des toits publics ou privés, et on continue l'aventure sur du turbinage de l'eau potable. Nous on est en montagne, hein, moi j'habite à 1600 mètres d'altitude, et donc ces canalisations qui font 300 mètres de chute, eh bien on enlève les brise-charges qui brisent la pression, et à la place on met des turbines Pelton qui font en partie office de brise-charge. Donc là on doit faire une deuxième installation au mois de septembre. C'est-à-dire que quand les gens prennent leur douche, c'est un petit peu le compteur à l'envers, quand les gens prennent leur douche, eh bien ils produisent de l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire durer la douche, mais malgré tout, ça c'est des images comme le compteur, c'est des images qui percutent et qui font comprendre aux gens en effet quels sont les enjeux. Hier matin, c'est aussi un échec. Hier matin, on a eu les conclusions de 5 ans de travail sur de l'éolien. Il y avait 2 éoliennes prévues au col du Prorel, en plein milieu des remontées mécaniques, les plus hautes éoliennes de France, sauf que les 500 derniers mètres, on ne peut pas monter les éoliennes. Donc on a fait toutes les études d'accessibilité et il nous manque ces 500 mètres. Et comme en France, on ne peut pas utiliser de zipline pour transporter, eh bien, on est planté. À ce jour, ce projet ne pourra pas se faire alors qu'il a toute velléité de pouvoir fonctionner, hein. On a 2 réseaux de 20 000 volts au pied. On est encore une fois en plein milieu des remontées mécaniques. Il y en a partout des poteaux. Et donc là, en l'occurrence, l'impact est quand même moindre. Mais c'est un échec temporaire. Merci Pierre Leroy. Un petit quiz. Oui, on va faire un petit quiz et puis on a un invité qui n'est pas sur le programme mais qui va venir nous parler un petit peu. Alors, un petit quiz pour faire le lien entre ce que dit Pierre et notre prochain invité, c'est la structure citoyenne, d'investissement citoyenne sur le métropole de Lyon. Ça s'appelle 1, 2, 3 Soleil, c'est le nom de société qui produit, qui est accompagnée par Toit en Transition, dont on a le président aujourd'hui dans la salle, Jean-Marc, à l'arrière. Alors, on va dire main gauche pour la réponse A, main droite pour la réponse B. Combien d'installations sont raccordées ou en chantier qui appartient à cette société citoyenne sur le métropole de Lyon? Réponse A, 16. Réponse B, 10. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça dit quoi? Main gauche 10. Alors, votre main gauche 16, votre main droite 10. Les deux mains, c'est un peu de la triche, Laurent. Raccordé ou en chantier? Oui, mais il y en a qui trichent, qui savent la réponse. Oui. Alors, c'est 16. C'est 16. On leur dit bravo, c'est pas encore les 20, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas autant d'années de fonctionnement. Alors je précise quand même qu'un 2, 3 Soleil, pendant des années, on montait sur le toit avec Mélodie pour le présenter dans le cadre des formations qu'on organisait. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Non. C'était laquelle? On montait voir Soleil Marguerite, qui n'existe plus. Fais de la pub pour Soleil Marguerite. Alors. Qui a été déménagé et qui a une deuxième vie, mais il s'appelle pas Soleil Marguerite. Et Florence, peut-être, elle nous dira un petit mot à la fin. On va accueillir à la scène
Philippe Guelpa Bonaro, qui est vice-président énergie-climat EELV à la métropole de Lyon. Qui ont largement soutenu tout ce développement d'installations citoyennes. Merci et bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Non. On va peut-être faire ça comme ça. Ok. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là et j'ai réussi à me dégager un petit créneau dans la journée, une journée bien chargée pour venir vous saluer. Ça me tenait vraiment à cœur d'être là pour les 30 ans d'Espul. Messieurs, dames, je pourrais pas vous écouter plus longuement. Est-ce que c'est filmé? Est-ce que c'est... Ok, parce que j'en aurais besoin. Non, voilà, je suis vraiment heureux d'être là. Moi, l'idée, c'était de venir déjà vous saluer, vous remercier d'être là, et puis partager un petit peu du présent, voire du futur proche, en ma qualité de vice-président à l'énergie et au climat de la métropole de Lyon. Je suis aussi conseiller d'arrondissement du 8e arrondissement et vice-président du syndicat d'énergie de la région lyonnaise. Donc j'ai une vision un peu globale sur les enjeux, et je suis aussi heureux de vous parler du photovoltaïque sur la métropole de Lyon, puisque là, on va accélérer enfin drastiquement les choses. On a un conseil métropolitain la semaine prochaine, le 27 juin, donc dans une dizaine de jours, où je vais présenter le plan métropole solaire. Le plan métropole solaire, c'est la déclinaison de la stratégie de solarisation du territoire, tant sur le photovoltaïque que sur le solaire thermique. On n'oublie surtout pas le solaire thermique, parce que moi j'ai envie qu'on aille beaucoup plus loin sur ce sujet-là, et il y a des gisements importants. Donc voilà, on va présenter les différents axes. Je peux vous en citer quelques-uns, et ça fait écho avec la question, le quiz juste avant, les toitures citoyennes. J'espère qu'on va passer à beaucoup plus que 16 ou 10. L'idée, c'est d'en avoir beaucoup plus. On a lancé là un AMI pour solariser des toitures de collèges, 11 collèges, une dizaine de collèges et une toiture de chaufferie aussi, qu'on a ouvert aux propositions des collectifs citoyens, et j'espère qu'ils répondront en masse à cet AMI, à cet appel à manifestation d'intérêt. On a aussi le soutien toujours à Toit en transition, évidemment, à un de Toit Soleil. On a conventionné aussi dès le début du mandat avec Coop à Watt. Je ne sais pas si les copains de Coop à Watt, ils sont là. Si, voilà, ils sont là-bas au fond. Pour aider à faire émerger des collectifs citoyens qui vont ensuite se lancer dans cette aventure de toiture citoyenne. Avec l'aide des collectivités, on a déjà sur Villeurbanne un collectif citoyen qui émerge très concrètement, qui va arriver là dans les mois à venir. On a sur Val-de-Saône aussi une belle histoire qui est en train de s'écrire depuis quelques années, qui devrait aboutir aussi à des projets très concrets dans les années à venir. Je pousse dans mon arrondissement, peut-être aussi avec les copains de Montchat sur le 3e arrondissement, pour qu'on ait un collectif citoyen. Je sais que sur le 5e et le 9e arrondissement de Lyon, ça bouge aussi. Marielle, à Dardilly, ça bouge aussi. Donc voilà, ça bouillonne un peu de tous les côtés. L'idée maintenant, c'est de passer à l'action, de passer au concret. On sait que c'est une étape fondamentale. Et avec le soutien de Coop à Watt, de Toit en transition et de la métropole de Lyon, et aussi d'Espul, je sais qu'ils sont jamais très loin ceux-là, on va arriver à faire sortir des projets. Mais on ne réussira pas la transition qu'avec des toitures citoyennes, on le sait. Et l'idée, c'est d'aller aussi sur peut-être des parkings, des ombrières de parking. On a encore pas mal de parkings sur la métropole de Lyon qui ne sont pas solarisés, qui sont donc artificialisés, où il fait très chaud dans les voitures quand on revient plus chaud qu'ici. Non, et c'est aussi intéressant c'est une réflexion que je me faisais en venant, et je pense que vous l'êtes fait aussi. On vit cette période de canicule de façon un peu compliquée, surtout pour nos anciens. Aujourd'hui et demain vont être des moments très très compliqués à vivre. Et en même temps, le soleil, c'est aussi une ressource gratuite qui nous est offerte de façon illimitée. On a juste le devoir de mieux s'en servir. Et pour le moment, on s'en est vraiment pas assez bien servi. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer. On a ces parkings qu'on veut solariser. On a le référentiel habitat durable, qui est une sorte de charte de construction pour les ZAC, pour les plans urbains, les projets urbains partenariaux, et pour les bailleurs sociaux, quand on construit du logement social. On va, dans ce référentiel habitat durable, contraindre, on va dire, les constructeurs à mettre du solaire en toiture, et
La différence, c'est qu'avant, on les encourageait à le faire, mais bon, la norme, c'était de ne pas le faire, et on les remerciait quand ils le faisaient. Maintenant, il va falloir qu'ils justifient quand ils ne le font pas. Et s'ils ne justifient pas, on mettra des pénalités. Le deuxième objet réglementaire, le deuxième outil réglementaire, c'est le PLUH. L'idée, c'est que dans la modification du PLUH qui arrivera en 2023-2024, et ben on fera la même chose. En fait, on obligera entre guillemets les constructeurs à mettre du solaire en toiture et à justifier quand ils ne peuvent pas le faire. Et là, on va changer d'échelle en fait, parce que là, dès lors que toutes les nouvelles constructions vont arriver avec du solaire en toiture, en termes de production, ça va commencer à être sérieux. L'idée, c'est de passer de 61 gigawattheures produits actuellement par an sur la métropole de Lyon en électricité photovoltaïque. L'idée, c'est de passer à 245 en 2030, voire en 2026 si on y arrive. J'avais envie de réduire un peu l'objectif. Et donc ce plan métropole solaire, c'est comment on y arrive très concrètement, aussi en encourageant les partenaires et les constructeurs à le faire d'eux-mêmes, notamment sur les bâtiments tertiaires. Et puis c'est aussi créer un club solaire, vraiment créer un écosystème où les professionnels de la filière se parlent, les collectivités, les grandes entreprises qui sont capables d'accueillir des panneaux solaires sur leur toiture ou sur leur terrain. Voilà, de fédérer tout cet écosystème. Je ne doute pas qu'Espul sera partie prenante très active. En tout cas, je compte beaucoup sur vous pour l'être. Mais voilà, il y a une urgence, quoi. Donc on y va maintenant, quoi. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Merci encore d'être là, travaillez bien, je regarderai tout ça en visio parce que je dois filer et parler des réseaux de froid maintenant à BFM et à l'AFP. Mais je suis tout cœur avec vous et merci encore pour tout ce que vous faites et notamment les élus qui sont ici présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe. Ça nous a un peu bousculé l'ordre de passage, mais c'est tout à l'image d'Espul où on fait beaucoup de choses en avant de son temps. On va passer la main à Frédéric, qui est la marraine d'Espul, qui n'est non seulement la marraine d'Espul, mais moi j'ai eu le plaisir de cohabiter dans les locaux avec elle pendant de très nombreuses années. Des locaux pas très confortables, mais très conviviales. Frédéric, cette rencontre avec Espul, et pourquoi la marraine ? Eh bien, on va vous expliquer ça. Alors déjà, je vais me faire bien voir des animateurs parce que je vais rattraper, puisqu'on parle ici beaucoup de technique, au moins 5% du retard. Parce que moi, je ne vais pas vous parler de technique du tout. Bon, on ne vit pas les choses au jour le jour en se projetant sur l'idée qu'un jour on les racontera officiellement et en public de surcroît. Et on ne sait pas du tout que ce qu'on vit, ça va devenir un souvenir institutionnel. Donc je ne suis pas du tout certaine que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais bon, vous savez que la mémoire reconstruit en permanence les souvenirs. Donc c'est comme ça que je m'en rappelle. J'ai connu Marc donc au début des années 90 par le biais de l'éducation à l'environnement dont Michel a dit un mot tout à l'heure et du GREN dont Florence aussi pourrait dire un mot, c'est-à-dire le réseau dédié à l'éducation à l'environnement qui en était à ses débuts au niveau de ses premières années 90. Catherine, sa compagne, qui était au GREN aussi, avait accueilli donc des journées de réflexion dans son gîte des Petits Niouls, au sauvage. Bon, déjà, moi, les nuages et le sauvage, ça me parlait bien. Je trouvais ça plutôt sympa. On a discuté donc avec Marc une fois, 2 fois, 3 fois, plus un verre, 2 verres, 3 verres. Et la sympathie et les points de vue aidant, nous sommes devenus amis. Quelques fêtes plus tard, avec compagne et compagnons et enfants, Marc a appris que j'aimais bien les histoires, contes et légendes. Vous savez qu'il a une mémoire d'éléphant. Il s'en rappellerait. Encore quelques fêtes et quelques discussions sérieuses aussi, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Plus tard, un risque de contentieux au début des années 2000 est apparu avec une société ou une structure, donc j'ai complètement oublié l'objet,
mais qui s'appelait Phébus et qui a donc menacé Phébus de toutes sortes de choses si jamais il ne changeait pas de nom. Comment renommer l'association avec un beau nom, un nom qui aurait un sens, qui ferait un clin d'œil à Phébus? Pour rappeler, le dieu du soleil personnifié, un nom qui ne serait pas forcément un énième acronyme. Donc il m'a mis au boulot, il m'a sollicité pour trouver une idée et après recherche et lecture, je suis arrivée avec Espul dans mes papiers et dans mes tiroirs à histoire. Voici la suite que Marc m'a racontée que je n'ai pas vécue. Magit sans venir le truc. Des jeunes rassemblés chez Magit étaient appelés à réfléchir sur le nom, étant dans les milieux de la communication. Et quand le nom d'Espul est prononcé, ça fait un silence. Et puis finalement, ouais, super, ça ne veut rien dire. Et voilà comment un beau nom et une légende s'installent dans le paysage de l'énergie et du photovoltaïque. Et donc la grande fierté d'être la marraine, évidemment, vous pensez bien, quand même, c'est... Quant à l'histoire, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, vous l'entendrez tout à l'heure. Non, si, c'est vrai, c'est vrai. Ça n'est pas une promesse politique, c'est prévu. On va voir un petit compte entre les deux tableaux, les deux séquences. J'ai un petit quiz pour vous qui rebondit sur ce nom Espul. Alors, à Espul, pendant longtemps, avant l'invention de l'email, on recevait des courriers, tout le temps. Les gens qui demandaient de l'aide, de l'accompagnement, qui nous sollicitaient. Et à un moment donné, on a commencé à collectionner les enveloppes parce qu'ils nous faisaient rire. Alors la question, c'est combien d'orthographies différentes est-ce qu'on a déjà vu pour Espul? Alors, réponse A, 12. Réponse B, 1. Espul, H-E-S-P-U-L. Réponse A, Lupsé, Epsoul, Espul, Cespoul, Espouf. Alors, réponse A ou réponse B? Qu'est-ce que vous en pensez? À gauche. Tout le monde est d'accord. Non, je les vois écrites ici. Effectivement, phonétiquement, tout se prononce à peu près pareil, sauf celle-là, la loupsée, là. C'est Espul à l'envers, parce qu'on avait des petits autocollants qui étaient à la verticale. On n'a plus le temps, Marc. Ça sera à midi, si vous voulez l'anecdote sur Espul à l'envers, vous irez chercher Marc. Alors, je te laisse introduire. J'ai prévenu... on a Bruno d'abord? Non, on a Bruno après. Ah bon, d'accord. Okay. On a Bruno après. Juste, j'ai prévenu, regardez attentivement l'écran pendant que vous écoutez, parce qu'on a un certain nombre d'images, d'archives qui vont défiler un petit peu rapidement. Donc celui que je vais présenter, c'est Bill Gillette, qui, à l'époque, était à Bruxelles, croyait déjà beaucoup en le photovoltaïque et a fait beaucoup de choses pour le soutenir. Donc comme il a beaucoup de diapos, je m'arrête là dans la présentation. Bill, je te laisse présenter les diapos et commenter qui on voit à l'écran. Parce que comme ils ont plein de cheveux, moi aussi à l'époque, je pouvais faire comme ça, les cheveux bougeaient. Ça touchait... Si. Ma fille, quand elle voit la photo, elle dit c'est pas possible, c'est des faux. Alors donc à l'époque, ils avaient tous des cheveux. Oui, et alors ils avaient surtout des tenues de l'époque. Vous êtes sûr? Ah bon, très bien. Bonjour tout le monde, merci Marc et merci beaucoup à tout le monde pour l'invitation. Excusez-moi. Avance un peu la chaise, comme ça tu vois les photos. Ah, je peux le voir. Très bien, ok. Donc, juste un petit peu de contexte. Je vais vous présenter mes souvenirs de Bruxelles, mais moi, j'ai commencé dans le secteur photovoltaïque en 1974. Et les photovoltaïques, à l'époque, étaient beaucoup plus petits que maintenant. Et j'espère que les espoirs que nous avons eus dans les années 70 seront pour les jeunes ici aujourd'hui peut-être quelque chose que vous pourrez penser pour l'avenir aussi. Parce qu'à l'époque, nous avons pensé peut-être les photovoltaïques seront sur les toits des maisons. Mais c'était
une idée, c'était pas la réalité. Et comme Madame a dit, Wolfgang Pals était derrière tout ce qui est photovoltaïque à l'Europe, à Bruxelles, dans la Commission européenne. Plus récemment, il a publié un livre qui, je peux dire, est très, très intéressant avec beaucoup d'histoire. La recherche fait une partie du développement photovoltaïque, mais aussi important, c'est la démonstration. Et sur la démonstration, c'est ce que nous allons discuter aujourd'hui parce que c'est là où le SPUL, si je peux le dire, bon, a était vraiment un des premiers en France. Et je vais vous expliquer pourquoi. À l'époque, Willy Kaut, vous avez mentionné mon chef à Bruxelles. Tristement, il était décédé il y a 5 ans maintenant, mais c'était lui avec sa vision de l'avenir qui a poussé un peu le photovoltaïque dans la commission. Il était remplacé par Béatrice Jordi, et Béatrice, aujourd'hui, elle est directrice dans le DG Climat, très important à Bruxelles. Et c'était ces deux qui travaillaient. Mais comme nous avons entendu ce matin, les élus et même les grands chefs sont aussi importants. À l'époque, c'était Pedro au premier et plus tard Gunther qui était vraiment la puissance, l'enthousiasme de leur position comme directeur dans le DG17 qui était très important pour tout ce qui était démonstration. OK. Bon, pour avancer un peu rapidement, je suis conscient du problème de temps. Peut-être parmi vous, il y a quelques-uns qui peuvent souvenir l'équipe qui a surveillé la performance des systèmes de démonstration. Tout ça a été géré à Ispra, en Italie, par le CCR, le Joint Research Center. Et c'était Gerd Blesser qui a fait le travail là. Mais vous voyez tout de suite, Béatrice était là parmi nous à l'époque, en mesurant la performance des projets de démonstration. Et aussi l'ancien Fred Treble, le monsieur avec des cheveux un peu comme les miennes maintenant, il était avant moi l'assistant technique pour Willy Kaut. Et c'était lui qui a commencé en 1955 en photovoltaïque, qui a poussé un peu au début. Et après, moi, j'ai pris le relais en 85. Donc, vraiment, mesurer la performance à l'époque était très important pour donner confiance aux financiers, aux investisseurs et aussi aux politiciens. Où était le SPUL? Où était Marc? Moi, j'ai trouvé que, bien qu'on discute aujourd'hui les photovoltaïques liés au réseau, Marc, vous étiez déjà là en 98, excusez-moi, 88. Oui, 88, oui. Oui. Bon, OK, les rapports sont toujours un peu en retard. Hein? J'ai mes copies de ces 2 livres que j'ai photographiés la semaine dernière. Vous voyez, mais ça, c'était toujours les systèmes dans les sites isolés. Oui, je m'en souviens, Gérard. Bonjour. Excusez-moi. Et à l'époque, on a discuté avec Willy plusieurs fois pourquoi la France n'a aucun intérêt dans les systèmes liés au réseau. Et on a discuté ça aussi avec l'ADEME à l'époque, et avec les autres. Et en Allemagne, par exemple, ils ont déjà connecté un système assez grand au réseau en 91. Mes enfants sont un peu plus âgés maintenant. Mais à l'époque, nous avons poussé avec les fonds européens les systèmes liés au réseau. Et voilà, finalement, la France est arrivée avec Marc, avec le projet Phébus 83. Vous voyez ici une affiche A1, c'est assez grand. J'ai trouvé dans mon garage. Lorsque j'ai quitté Bruxelles, j'ai dû prendre ma retraite de la commission. Ils m'avaient dit qu'ils vont mettre dans
la poubelle, tous les grandes affiches. Et je me suis dit, non, on ne doit pas faire ça. Donc, je les ai emmenés en Angleterre. Ils sont dans mon garage. Mais voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça, ce projet? C'était le premier 21 systèmes connectés au réseau ici en France. Et comme vous avez dit, c'était inclus dans un petit cahier avec tous les best practice stories que nous avons écrits avec vous comme contracteurs de la Commission sur les projets les plus avancés, les plus effectifs. Et c'était pour moi vraiment une étape importante que la France a commencé à être connectée au réseau. Bien que la politique était toujours difficile, à Bruxelles, nous avons eu le droit de faire des choses qui n'étaient peut-être tout dans la bonne direction de chaque pays dans lequel on travaillait. Et je crois que vous voyez un autre aspect de Phébus et ESPUL, et ça, c'était la collaboration. Et pour nous qui travaillons à Bruxelles dans la Commission, avoir les pays travaillant ensemble était très important. Et vous avez, avec ce projet, d'une part, un avancement très important, disons trois choses très importantes. Avancement technique, OK. Vous avez trouvé une solution de travailler avec vraiment un grand fabricant qui n'était pas au primaire. Le premier objectif n'était pas le photovoltaïque de Imerys. Il était des fabricants, des tuiles et des choses pour les bâtiments. Mais pour nous, à Bruxelles, avoir un fabricant de cette taille dans notre programme de démonstration était vraiment une réussite, quelque chose sur lequel nous étions très fiers. Donc, vous avez eu un grand fabricant, avancement technique, plus la collaboration. Ici, vous voyez avec le Portugal, l'Espagne, la Belgique, même les Suisses, les Italiens. C'était vraiment un projet européen, mais avec un fabricant des bâtiments importants. Donc, pour nous, c'était une réussite, c'était quelque chose. Et j'espère que l'ESPUL est toujours fier. Et j'étais enchanté de voir et très, très heureux de apprendre ce matin que bien que le nom n'est pas toujours Imerys, c'est maintenant Edilians, il continue. C'est bon, hein? C'est vraiment l'Europe qui continue dans ce secteur. Donc, pour les jeunes entre vous, bien, plusieurs ici, nous sommes un peu âgés. Nous sommes très heureux que nous avons avancé un peu la chose. Mais pour les jeunes, vous devez aussi avoir des espoirs pour ce que nous devons faire pour l'avenir. Parce qu'avec ce problème en Ukraine, avec la guerre là, tout le monde doit vraiment répondre aux objectifs dans le programme qui est sorti, je crois, en mars. Le Repower EU, ça veut dire remettre en place l'énergie pour l'Europe. Et dans les objectifs de ce programme, photovoltaïque est vraiment très, très élevé. Les espoirs sont très, très ambitieux, disons. Mais c'est à nous et surtout aux jeunes ici à voir ici une possibilité, une opportunité à remettre la France au devant dans le secteur photovoltaïque pour l'avenir. Donc, j'ai parlé trop, mais merci beaucoup. Non, c'est très bien. C'est très bien. Merci. Merci. Je complète cette dernière transparence. C'est un programme européen qui avait été monté par Marc et par Bruno, qui est l'Estrade, et qui a été déroulé. Toutes les premiers calpinages ont été faits, les rapports par Cécile Péjot, qui est dans l'audience, et qui s'est retrouvée depuis le début de l'année, à nouveau, chez Edilians. Un petit retour, un plein cercle. Donc le produit, il est toujours commercialisé et toujours disponible. Maggie voudrait ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que ça m'a très longtemps accompagné, Monsieur Guillette.
une phrase que vous aviez prononcée à Paris. C'était une réunion du CERF, où tu n'étais pas encore. Sinon, ça aurait été beaucoup mieux. Et alors, Monsieur Guillette, je vais vous le dire en français, hein, il avait dit, par rapport au photovoltaïque et son développement, il avait dit, c'est comme si vous vous mettez sur une plage face à la mer, en marée basse, et que vous dites à la mer, ne monte pas. Voilà. Et juste, puisqu'on est en train de parler du CERF, Jean-Louis est au CERF aujourd'hui, et Béatrice Yordi, que l'on vient de voir tout à l'heure, intervient dans le colloque du CERF et vient booster un petit peu les troupes. Elle est prévue le 29 septembre ? Non, pas cette fois-ci, parce que pour représenter l'Europe, on a pensé plutôt à Pascal Canfin. Bon. La suite, c'est une personne que je prends grand plaisir à présenter, qui n'aime pas beaucoup être sur l'estrade, qui est très discret, mais qui a formé l'histoire technique du photovoltaïque en France depuis plus de 20 ans, qui a contribué à la rédaction des prénormes, des normes, des premières guides techniques, qui a fait émerger des mégawatts et des mégawatts et des mégawatts de projets photovoltaïques sur bâtiments, ailleurs, qui était mon premier chef et qui a décidé qu'il ne voulait pas être chef à un moment donné aussi. Bruno Guédon, que vous connaissez peut-être pas, mais que vous devriez. Je vous passe le parole. Merci Mélodie pour l'introduction. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Moi, ce que j'aimerais faire là ce matin, c'est revenir sur la relation particulière entre l'association ESPUL et Lyon, donc son territoire. On l'a vu tout à l'heure, hein, Lyon a été fondé, en tout cas ESPUL a été fondé à Lyon. Et il se trouve que parmi les premiers projets de démonstration qui ont été réalisés, eh ben, très peu étaient situés à Lyon. On a vu donc l'Alsace, le Briançonnais, et dans le programme Phébus 93, il y avait une installation qui était à Villeurbanne, donc celle qu'on voit sur l'image de gauche, qui appartenait donc à Dominique Tillier, donc également un militant écologiste lyonnais. Et à part cette installation-là, rien sur notre territoire natif. Donc comme on dit souvent, l'adage « nul n'est prophète en son pays » se vérifiait également pour nous. Il a fallu attendre les années 2000 pour faire une deuxième installation sur la métropole, donc sur un bâtiment public. Alors, il y avait Corba, pardon, c'est vrai que Paul, excuse-moi Paul. L'intervention de Paul Coste, ouais, mon fondateur et ancien président d'ESPUL. Deux installations. Et donc cette installation sur un bâtiment public, donc sur une école, sur l'école Château-Gaillard à Villeurbanne, mais à part donc ces trois installations, somme toute, peu d'installations sur notre territoire. Ce qui a changé, c'est notre déménagement en 2001, lorsque nous avons été accueillis par la société financière de la Nef, qui a fait l'acquisition d'un petit immeuble tertiaire à Villeurbanne, petit immeuble qui avait une splendide toiture-terrasse orientée au sud, et sur laquelle on a réalisé donc une installation photovoltaïque de puissance à l'époque conséquente, 13 kW, donc très petite en réalité. Et cette installation photovoltaïque, elle est particulière puisque nous l'avons voulu visitable. Et sur cette installation photovoltaïque, on a fait venir des étudiants, des élèves, des lycéens, des collégiens, des élus. Bref, on a utilisé cette installation à des fins pédagogiques. Et pour nous, elle a été rentabilisée 1000 fois, cette installation photovoltaïque. On voit donc une image là, de l'inauguration en 2004, où on voit donc au milieu une personne qui a été assez importante pour nous, qui est José Manceau, qui a été donc maire de la Tour de Salvani, qui fut également conseiller communautaire au Grand Lyon, délégué régional, bien entendu, de l'ADEME, et président de l'INES, de l'Institut national de l'énergie solaire. Donc cette installation, on l'a eue lorsqu'on était dans les locaux. Malheureusement, elle a été démontée puisque la Nef a vendu l'immeuble pour aller s'installer ailleurs dans la métropole. Cette installation, on l'a donnée à Enercop, qui l'a remontée ailleurs. Donc elle continue de produire cette installation. Mais on a perdu donc, sur la métropole un outil pédagogique qui était très très important pour nous, à savoir une installation facilement visitable pour tout public.
Et donc ça a été la première étape importante de notre développement sur la métropole. Et il y a un autre événement qui s'est passé à la même année, en 2004. C'est notre rencontre avec la société publique locale Lyon Confluence, pour qui nous avons monté un projet européen. Ce projet européen, donc, il s'appelle Renaissance. Donc c'est un projet de quartier à énergie positive, Renaissance Concerto, voilà. Et ce projet donc, a été vraiment important puisqu'il a permis de cofinancer les surcoûts énergétiques des premières opérations immobilières de cette zone, donc, à savoir donc, 75 000 m² de logements de tertiaire et de commerce. Et grâce au financement européen, on a pu ajouter dans ce programme, alors que ce n'était pas prévu, de la performance énergétique, de l'isolation extérieure, des chaufferies bois, donc plaquettes et granulés, du solaire thermique et bien entendu les premières installations photovoltaïques de la zone. Donc ça a été un programme vraiment couronné de succès. Et suite à ce programme-là, alors que ce n'était pas joué d'avance, donc la société publique locale Lyon Confluence a décidé de nous faire confiance et le partenariat se produit toujours. Avec cette société et ses bureaux d'études, nous avons réussi à mettre en place une obligation depuis donc 2005 de réaliser des installations photovoltaïques sur toutes les constructions, donc bien avant la réglementation. Actuellement, il y a donc 40 installations photovoltaïques en fonctionnement, 2,5 MW en hyper-centre-ville de Lyon, donc c'est un vrai succès. Il y en a beaucoup d'autres qui sont prévus. Vous allez voir, pour celles et ceux qui vont participer donc aux visites de cet après-midi, la toute dernière installation photovoltaïque qui a une particularité. Alors elle est de puissance modeste, 36 kW, mais elle est visitable, elle a été conçue pour être visitable. Donc on va retrouver cet outil pédagogique qui nous manquait. Nous avons obtenu donc l'accord des services de sécurité des sapeurs-pompiers pour amener du public sur cette toiture. On en est très très fiers. Donc celles et ceux qui seront avec nous cet après-midi vont avoir la joie de voir pour la première fois, c'est la première fois qu'on fait des visites de cette installation qui n'est pas encore totalement en service. Le consuel a lieu en ce moment, donc c'est vraiment un projet d'actualité. Et donc il y en aura plein d'autres. Donc je vais terminer en remerciant en fait la société publique Lyon Confluence qui nous fait donc l'honneur de nous accueillir cet après-midi pour ces deux visites, donc la présentation du quartier urbain et la visite de l'installation photovoltaïque, et en particulier d'une personne là qui est au premier rang, qui est Maxime Valentin. C'est le directeur de l'innovation qui a pris beaucoup de risques pour faire ce que vous allez voir. Ça paraît tout bête, mais pour faire du photovoltaïque en hyper-centre-ville, au cours des 15 dernières années, il a pris beaucoup de risques. Il a dû se frotter à certains élus, aux promoteurs, à beaucoup de personnes qui n'y voyaient aucun intérêt. Et pourtant, ces installations, elles sont là. Il y en a d'autres de prévues. Donc merci à la SPL et à son équipe. Voilà. Merci. Merci Bruno, une petite précision. Donc vous avez vu, je confondais tout à l'heure 1, 2, 3 Soleil et Soleil Marguerite. Donc c'est bien Soleil Marguerite, l'installation visitable qu'on a vue tout à l'heure, qui pourrait d'ailleurs s'appeler Soleil Maguite. Finalement, il y a un petit lien, je crois. Il y a un double lien, le prénom de Maguite, mais aussi parce que la petite rue derrière s'appelait Marguerite aussi. C'était un petit jeu de mots partout. Et donc on a organisé pendant pratiquement 19 ans des sessions de formation et avec Bruno ou Mélodie, des visites pour les stagiaires de ces formations ADEME. Et puisque tu as montré une photo sur laquelle on voit José Manceau, donc, dont l'une des casquettes a été d'être président de l'INES, il y a plusieurs personnes de l'INES qui sont là, qui fait aussi aujourd'hui beaucoup de formations sur le sujet. C'est important de former. Et toutes mes excuses à Paul, mon ancien président. Notre dernière intervenante de la séquence du matin, alors oui, on a du retard, on le sait, on est désolé, mais vous avez tous tellement de bonnes choses à raconter. On va clôturer avec Florence Martin, qui est directrice administrative et financière d'Énergie Partagée. Ça clôt un petit peu. Maguite vous a parlé du crowdfunding pour la première installation. Florence, c'est un peu l'aboutissement de cette participation citoyenne, collective. Elle va nous raconter comment elle a rencontré Espul et comment
la rencontre d'Espul avec les autres acteurs de l'écosystème a évolué et quel fruit ça portait à la fin? Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Micro. Ah. Est-ce qu'on a bougé le fil? Non, c'est bon. Merci de cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Non? Et comme ça, c'est mieux. Ok. Non, ça a l'air d'être bon. Ok. On change. Merci de cette invitation pour vous parler d'énergie partagée, dont Espul a été un élément fondateur avec d'autres. Mais avant de parler d'énergie partagée, je voudrais dire que moi, mon aventure personnelle avec Espul a commencé avant, donc pas tout le monde se souvient, mais dès 2002 ou 2001, 2002, je pense, je travaillais pas du tout dans le secteur des énergies renouvelables, c'était pas du tout le sujet, mais j'accompagnais des structures dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait DLA, dispositif local d'accompagnement, pour les structures qui avaient des emplois jeunes. Ce qui était le cas d'Espul, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe d'Espul dans le cadre de cet accompagnement. Et déjà à l'époque, il y avait déjà un petit souci à pas vouloir être chef. Je crois que c'est Mélodie qui l'a dit à propos de Bruno, mais moi à ce moment-là, on me l'a dit à propos de Marc. Et donc c'était un peu l'objet de l'accompagnement, c'est qu'il y avait plein de gens hyper performants, mais personne ne voulait être le chef de cette petite bande. Mais tout le monde reconnaissait Marc finalement comme le chef. Donc voilà. Enfin bon, bref, donc c'est ça ma première relation avec Espul. Donc rien à voir avec l'énergie en somme. Et puis après, j'ai fait un propre engagement personnel au sein d'Enercop à partir de 2009. Et là, à nouveau, je tombe sur Espul et sur Marc Gédisca, qui était à l'époque président de l'association de préfiguration d'Enercop, qui deviendra ensuite Enercop Auvergne-Rhône-Alpes en 2010. Il y a des gens dans la salle qui pourraient en parler. Et donc, toutes ces petites cailloux de petits poussés là, qui Espul a mis sur mon chemin me conduisaient évidemment à rejoindre Énergie partagée, dont Espul a été un des fondateurs, avec plein de gens qu'on a déjà cités, Enercop, la Nef, Énergie en Pays de Vilaine aussi, alors des gens qui sont peut-être un peu loin géographiquement pour être là aujourd'hui, ou la LE 08. Tout ce petit monde-là s'est réuni autour de cette idée que la participation citoyenne pour les énergies renouvelables était importante et que cette participation citoyenne, elle pouvait être aussi financière. Et c'est ça qui a conduit à la création de ce grand mouvement énergie partagée qui aujourd'hui représente plus de 300 installations, et il y a beaucoup de gens dans la salle qui auraient pu être là à ma place pour parler de cette histoire énergie partagée. On a aujourd'hui plus de 30 millions d'euros de capital collecté auprès des citoyens, donc monsieur et madame tout le monde, et c'est ça qu'Espul a imaginé, donc aussi avec Indigo, à l'époque, en se basant sur un modèle allemand de mémoire, à travers un programme européen, Bruno pourrait en parler mieux que moi, qui consistait à créer une société dans laquelle, c'était vraiment la particularité, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, où en fait on a d'un côté l'ensemble des gens qui mettent leur argent et qui le confient à une organisation collective qui le gère. Et il n'y a pas de lien entre les deux, autre que le contrôle de l'un sur l'autre, mais d'un côté, il y a l'argent, et on ne préside pas à la décision d'investissement pour les questions d'argent, mais bien pour maintenir le projet social qui est porté. En l'occurrence, la création d'installations d'énergie renouvelable sur les territoires, avec toute une charte, etc. Donc à l'époque, la charte a été signée en 2011. On en a fêté les 10 ans l'année dernière. Par pas mal de gens, je pense, qui sont dans la salle, on en voit. On pourra les désigner, les dénoncer. Et on a impulsé ce mouvement qui aujourd'hui effectivement emporte un grand nombre d'acteurs et qui marche sur les territoires, puisqu'on a des installations. Et alors je regrette que le projet d'éolien dans le Briançonnais ne se fasse pas, parce que ça faisait partie des projets qu'Énergie partagée aurait pu soutenir pour l'instant. J'ai bien noté ça, on va le laisser dans les petites tablettes, dans les prospects qui reviennent un jour. Voilà, donc malheureusement on a des oppositions qui s'organisent de plus en plus, mais à chaque fois, la mobilisation citoyenne l'emporte. Et je trouve que c'est ça, c'est ces petites graines-là qu'Espul a mis tout le long du parcours, c'est-à-dire un peu pousser les portes. Et je crois que tous les témoignages que vous avez apportés montrent ça, c'est-à-dire on défie un peu le système, on défie les règles, on passe outre, mais on est sérieux, on est rigoureux, on prouve ce qu'on fait. Et j'espère que c'est ce qu'on a réussi à poursuivre au sein du mouvement Énergie partagée.
partagé à la mémoire de cette fondation par Espul et par d'autres. Merci. On vous avait promis un petit conte à la fin de cette première séquence. Je vais là ou je reste là? C'est bon? Je m'interroge. C'était il y a longtemps. Il y avait le jour et il y avait la nuit. Et les deux se succédaient sans aube ni crépuscule. Une fois, les gens du village trouvèrent une baleine échouée sur la grève. Alors, ils déplacèrent la bête, ils la découpèrent et ils commencèrent à faire cuire l'énorme tas de viande et de graisse que cela représentait, ce qui était pour eux une manne formidable et des provisions providentielles. Seulement, tout occupés qu'ils étaient, ils ne voyaient pas ou ils ne voulaient pas voir que parmi eux, il y avait Espul. Espul, le chaman moineau. Et finalement, au lieu de lui faire un présent ou au moins de l'aider à se découper quelques morceaux de viande, eh bien, il le bousculait, il l'apostrophait en disant « Hé, le vieux, enlève-toi du passage !» C'en était trop. Le soleil était en haut du ciel, on n'était pas loin de midi, et d'un seul coup, une nuit profonde s'est abattue sur les hommes. Alors ils n'osaient plus faire un geste, ils n'osaient plus bouger, et une voix dans les ténèbres s'est élevée et a dit « Eh oui, c'est moi, Espul, le chaman moineau, avec ma magie, j'ai fait tomber sur vous les ténèbres et la nuit. » Et des plumes et des ailes commencèrent à lui pousser. Et il s'apprêtait à s'envoler en laissant les hommes à jamais dans l'obscurité. Alors, ils le supplièrent, ils pleurèrent, ils le cajolèrent, ils se confondirent en excuses et surtout, ils ont promis qu'il ne lui manquerait plus jamais de respect et qu'ils apprendraient à partager les ressources de la nature. Alors, Espul, le chaman moineau, s'est laissé attendrir et il est revenu sur sa malédiction. Sur sa tête, la coiffe faite de plumes de moineau, il commença à danser lentement et à entonner son chant de l'Est. Et petit à petit, doucement, la nuit s'est effacée pour laisser venir le jour. Tous les matins, Espul, le chaman moineau, entonne son chant de l'Est pour que la nuit laisse la place au soleil. Mais il le fait tout doucement pour que les hommes se rappellent la chance qu'ils ont de voir se lever le soleil chaque matin. Tout à l'heure, il y avait le lieu avec le petit oiseau juste à côté. Conte des Indiens Yamana, Terre de Feu. Oh, c'est trop long. Voilà. Ils ne savent pas, hein, tout ce qui est un petit oiseau là. Alors,
vous l'avez vu beaucoup plus tôt quand Frédéric est intervenu la première fois. Alors, on remonte rapidement. Hop, là. Sur le logo d'Espul, il est là, Espul. C'est le petit oiseau que vous voyez, le petit moineau qui circule. Un petit détail, mais qui compte beaucoup pour nous. Il faut le savoir. Merci à tous d'avoir participé à cette première séquence et merci pour vos témoignages.